à tous et bienvenue dans Mangassure, ravi de vous retrouver pour votre émission animée manga culture asiatique. Et aujourd'hui, une émission centrée sur le jeu vidéo japonais et le jeu vidéo adapté de licence de manga. Avec moi autour de la table pour partager tous leurs souvenirs et leurs jeux du cœur préférés. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Reza, qui est en train de faire vraiment transiter son haine du haut au bas de son corps. Si vous avez... comment ça s'appelle? Le haine, c'est ça, le moyen de voir le naine transiter en lui. Vous verrez les lignes de chakra infinies qui parcourent son corps. C'est absolument incroyable. Là, actuellement... Il attend, Bonjour. Il attend son heure. Bonjour Reza. Bonjour Ken, comment ça va? Ça va très très bien. Écoute, moi ça va bien, on est en fin de semaine. Bon, en vrai, c'est pas la fin du taf parce qu'on est là jusqu'à dimanche. Mais ça se passe bien, c'est une excellente journée. Donc moi je suis heureux et je vais partager ma bonne humeur aujourd'hui. En espérant qu'on ait une très belle émission avec Caro, Bitel et Ken. Je suis chaud, je suis prêt. C'est très communicatif, ça fait plaisir. Caro avec nous, bonjour Caro. Bonjour. Le feu ça brûle alors, c'est ce qui a un peu marqué sur ton... Tout à fait, le feu ça brûle. C'est important de le préciser que le feu ça brûle. C'est parce qu'on est en plein combat Ken. Actuellement c'est la bataille dans mon corps, je suis en train de me débarrasser de microbes dégueulasses. Et du coup il faut batailler par l'extérieur, par l'intérieur, de tous les côtés, c'est la guerre. Ça veut rien dire que tu vas bien malgré les microbes, j'espère. Bien sûr, 3 jours de cortisone, 3 jours d'antibiotiques aussi, c'est très efficace. Ah ouais, toi tu es vraiment on y va en mode zéro chance. Bulldozer. Comment il s'appelle ce manga là, les brigades militaires. Les brigades des militaires, bien sûr. J'ai donné les munitions. Bien sûr. T'as les globules blancs en mode berserk comme ça. J'ai balancé les chars d'assaut là. Détruisent tout, bon. infini, absolument Exactement. incroyable. À côté de toi, Bitel, comment ça va? Mais ça va très bien, très content d'être là pour parler de moult choses, vous allez voir. On va se régaler, on a un programme de zinzin. Et puis en plus, on est sur un stand de fou, donc ça fait trop plaisir en vrai. C'est vrai, un gros stand, belle image. Regardez ce gros plan de Bitel, incroyable. Vous n'avez jamais vu un gros plan absolument. C'est vrai que c'est rare. Il t'a fait un gros plan là, absolument. Regardez, regardez ça, c'est fou. Initial D, évidemment sur. Les caméras sont quali, hein. Pourtant on a les mêmes au bureau, non? Ouais. Là, non, c'est pas les mêmes. Nous c'est version Full HD au bureau. Là c'est version 4K. C'est pour ça. J'étais en 4K là. On avait l'air un peu beau, alors que c'est pas vrai. Non, c'est les caméras sont énervées. À part Caro qui est belle tout le temps, d'habitude Bitel et moi on est moche. Et là je me disais putain on a l'air passable un peu. Mais c'était la caméra, je me disais bien, il y avait un problème. On a l'air passable. Il y avait un problème. En régie, on est plutôt d'accord avec ce que tu viens de dire. Bien sûr, merci la régie. Ça fait vraiment plaisir. Bonjour Pépé Garcia dans le chat. Bonjour à vous tous dans le chat. J'espère évidemment que vous portez bien. On va, durant l'heure et demie qui se suit, discuter un peu jeux vidéo japonais et jeux vidéo adaptés de licence, en revenant à la fois sur des jeux qui nous ont marqués, pur produit japonais du jeu vidéo. Vous allez voir, on en a sélectionné plein, que ce soit des sagas complètes de jeux vidéo ou tout simplement des jeux qui ont changé peut-être nos vies. Puis on reviendra en deuxième partie d'émission avec les adaptations manga animés en jeux vidéo. On va pas se mentir, malheureusement trop souvent moyennes, voire médiocres. Il existe tout de même d'excellents jeux et des pépites d'adaptation. On va essayer justement de vous les montrer et de vous en parler aujourd'hui, tous ensemble, avec l'occasion de discuter probablement aussi avec vous un tout petit peu sur ces jeux à licence adaptés qui vous ont marqué. On est juste en face du stand de Bandai Namco, ça joue à Captain Tsubasa derrière, ça joue à Jojo All-Star Battle depuis tout à l'heure, ça joue à One Piece Odyssey aussi qui est présent sur le stand. Donc on a évidemment un fleuron de jeux à licence, encore une fois, soit déjà sorti, soit prévu pour l'année prochaine. Ça ne s'arrêtera jamais, le jeu vidéo est lié plus que jamais aux mangas et aux animés. On va commencer tout de suite en parlant de grandes sagas de jeux japonais. C'est parti, jingle. La sélecte du jour et les coups de Kokoro avec chacun d'entre vous qui a sélectionné une grande saga ou un jeu vidéo évidemment qui les a marqués.
Je vais me permettre, si vous le permettez, de commencer. Oui. Parce que en préparant cette émission, on a demandé un peu à tout le monde, Borvo a demandé un peu à tout le monde quelle saga du jeu vidéo est-ce que vous voulez parler. On va essayer de se répartir pour pas trop parler tous des mêmes sagas, parce qu'évidemment sinon on citerait certains impondérables quasiment tout le temps. Et j'ai fait le constat que une des sagas peut-être du jeu vidéo japonais les plus évidentes qui soit n'avait pas été sélectionnée, ce que je trouve un peu dommage, étant donné que je pense sincèrement que c'est peut-être la saga qui met le plus en avant à la fois le Japon et le jeu vidéo japonais. Il s'agit de la licence Yakuza, Reza. Je me défends, Ken. Si par exemple j'ai pas fait Yakuza, c'est parce que je les ai pas encore fait malheureusement. Mais c'est terrible, comment c'est possible Parce ça? qu'il y a 24 heures Toi dans qui une aimes journée. les jeux de bagarre, hein? Il y a 24 heures dans une journée, Ken. Ouais, ça c'est vrai que c'est des jeux longs. Hein. C'est long, c'est ça chronophage. s'apporte, ouais, en termes de C'est durée. des Ils jeux sont au programme, longs. tu vois. Je les ai à la maison, je les ai en boîte. Avant, ils étaient sur le Game Pass, ils y sont encore. Mais je les ai pas encore fait. Du coup, je pouvais pas les mettre dans ma chronique, tu vois. Et oui. J'ai des vrais fans sur mon Discord, dans mes collègues. Donc je me suis dit, on va laisser quelqu'un qui connaît, qui sait faire. Parler de- Quelqu'un qui connaît, qui sait faire. J'avoue que moi, Yakuza, je me suis vite planché dedans parce que c'est tout simplement une saga qui nous plonge littéralement au cœur du Japon et des batailles entre les différents clans Yakuza. En japonais, le jeu s'appelle Ryuga Gotoku, à savoir like a dragon, enfin comme un dragon un peu en français dans le texte, mais a été traduit souvent Yakuza chez nous. D'ailleurs, les prochains s'appelleront tous Like a Dragon, Ouais. il me semble, dans le jeu. Ça raconte... Vous savez ce que raconte l'histoire de Yakuza ou pas? Est-ce que quelqu'un a fait le premier déjà ici? Non. Moi, j'ai seulement fait le dernier, qui est justement Yakuza Like a Dragon. T'as fait que le RPG du Oui, coup. mais parce que lui au moins était traduit en français, mon très cher Ken. Ah oui, c'est vrai que le premier épisode sorti en 2005 sur PS2, malheureusement, et les épisodes qui suivent avaient du mal à être traduits en français. C'est vrai que Sega a attendu assez longtemps avant de sortir les jeux en français. Et c'est finalement, d'ailleurs, Judgment, il me semble, qui sera le premier à vraiment être adapté en français. Vous voyez, magnifique séquence de course-poursuite ici dans les rues de... alors là, il me semble que c'est les rues de Kamurocho. Il me semble que c'est Tokyo, sachant que là, c'est Yakuza ouais. 7. Du coup, ça se passe essentiellement à Yokohama. Pour vous raconter un peu l'histoire de Yakuza, vous suivez Kiryu, qui est un ancien Yakuza, tombé pour sauver son Oyabun, donc son frère, chef/frère de clan, d'un meurtre dont on l'a accusé. Il a choisi d'endosser le meurtre sur son dos et s'est livré à la police, faisant ainsi 10 ans de réclusion criminelle, tu vois. Sortant de prison, il retourne dans son quartier d'origine, donc qui est Kamurocho, qui est donc juste un dérivé de Kabukicho, qui est le quartier chaud, sous-entendu le quartier Yakuza de Tokyo. Voilà, vous êtes déjà allé à Tokyo, vous avez probablement déjà visité Shinjuku. Exactement. Oui, et puis c'est une notoriété publique. Ça va. Voilà. C'est bon, On les reconnaît bien d'ailleurs. Vous avez visité évidemment Kabukicho. Et ce qui est incroyable dans ce jeu, c'est que le jeu reproduit quasiment à la perfection le quartier de Kabukicho. Alors évidemment, toute ressemblance avec le quartier réel s'abstenir, tous les noms sont changés, tout est, on va dire, aucune trademark n'est présente, sauf les salles d'arcade Sega, évidemment, qui sont présentes, elles, à leur endroit d'origine. Vous retrouvez donc les fameux bars de détente, les bars hôtels, les host clubs, les restaurants, les drugstores, les cinémas et la totalité de la vie japonaise. Ce que vous voyez là, c'est ni plus ni moins que le quartier de Kabukicho à l'échelle 1. Et vous pouvez rentrer dans quasiment tous les bâtiments, interagir avec presque tous les personnages et du coup, vous sentir... Tu reconnais l'enseigne de Sukiya en face, qui est juste pas marqué Sukiya, mais c'est l'enseigne de Sukiya. Et en plus, tu peux rentrer dedans. Japonais, tu peux manger dedans. Tu peux manger dedans, qui te permet de te regagner ta vie. En vrai, le jeu est un dérivé de deux choses. Et dans la fin des années 90 et au début des années 2000, Sega a fait le pari avec Yu Suzuki, le créateur de Virtua Fighter, de créer un jeu à ambition exceptionnelle. Shenmue. Ce jeu, c'est Shenmue, exactement. Ça, je les ai fait. Le jeu devait reproduire des quartiers réels et te plonger dans une enquête où tu devais, comme dans la vraie vie, agir quasiment en temps réel accéléré.
trouver un travail pour gagner de l'argent, enquêter toi-même auprès de ton quartier. Tous les personnages du quartier pouvaient être interagir avec eux. Tu avais des salles d'arcade, des petits stores et n'importe quoi. Et tu essayais de retrouver évidemment l'assassin de ton papa qui est mort sous tes yeux. Le truc, c'est que Shenmue n'a pas forcément fonctionné et Sega s'est dit, on a quand même un système de gameplay solide de beat'em all avec ce qu'on avait pu mettre en place dans Shenmue dérivé de Virtua Fighter. On va essayer de créer quelque chose d'un peu plus ancré dans ce qui est ultra populaire. Donc on va se mettre dans Tokyo, on va prendre des vrais acteurs et on va créer un monde dans l'univers des Yakuza. Univers que Sega connaît un peu pour des raisons diverses et variées. On va dire que ça fait partie du folklore, bien entendu. J'adore. Japonais. S'en est suivi une longue série de jeux qui sont la suite les unes des autres. Donc, vous avez Kiryu qui sort de prison, il revient dans le quartier et là, il se prend d'amitié avec une petite orpheline et prend sous son aile des ouvrières un peu maltraité dans le quartier et va essayer de renouer contact avec son clan Yakuza d'origine, se rendant compte que le Oyabun, pour qui il avait pris 10 ans de prison, est un fiefé FDP, bien entendu. Nous sommes surpris. Bien entendu, surprise absolument, surprise absolument incroyable. Surprise absolument incroyable. Et il va jouer un peu l'agent double entre enquête en aidant la police et enquête sous-jacente en aidant son clan. Évidemment, il est connu comme le dragon de Kamurocho. À la base, c'est un mec, il est intestable et il a fait 10 ans de prison où il a fait entraînement de masse, level up. Il sort, il est inembrouillable. Tous les jeunes Yakuza veulent l'embrouiller. Généralement, ça finit, tu casses les bouches, pied-bouche. De toute façon, dès les premières frames du jeu, le jeu te fait comprendre que t'es là pour éclater des gens, frère, il n'y a rien d'autre. Mais le jeu est trop bien, franchement, moi je me suis régalé. Exactement, c'est exactement ça. Et le jeu te plonge vraiment dans une histoire, une intrigue, type enquête, type film de mafieux, qui est hallucinant, mené par des vrais acteurs, avec des cinématiques qui sont très longues, entrecoupées de scènes d'action, de QTE à la Shenmue, d'interaction, mais de phases tranche de vie complète. Ouais. Tu peux complètement ne pas faire l'histoire du jeu, juste te balader dans le quartier et aller jouer à Virtua Fighter 2 dans la salle d'arcade, tu vois. Ce qui est cool aussi, c'est que tu as quand même aussi pas mal de quêtes secondaires, je trouve, dans le jeu, tu vois. Et moi, ça m'avait bien fait rire parce que tu as aussi le Japon et ses dérives. Tu vois, typiquement, à un moment, tu rentres dans une pièce et tu vois des grands darons en couche culotte en train de se faire donner le biberon et tu les affrontes, mon pote, et je te jure, t'es là, t'es en mode ah, le Japon. Vraiment, tu ne peux faire que ça, quoi. C'est un truc de fou. C'est super barré et ça montre de façon un peu satirique toutes les dérives aussi de la société japonaise derrière tout ça. Comme le karaoké. Voilà. Comme le karaoké. D'ailleurs, tu peux faire. Il y a des mini-jeux karaoké dans quasiment tous les Yakuza. En fait, c'est gavé de mini-jeux, c'est gavé de trucs. Le jeu, il est d'une richesse incroyable. Si vous n'avez jamais fait la saga Yakuza, vraiment, je vous conseille. Commencez par le Kiwami, alors que ce soit le Kiwami 0, donc celui qui est la préquelle de tout ça, soit le Kiwami 1 ou Kiwami 2. Ils sont vraiment excellents. Et sinon, jusqu'à Yakuza 6, vous avez une suite vraiment complète et totale. Vous voyez ici les séquences de karaoké de Yakuza, qui est un QTE, voilà, un jeu de rythme à proprement parler. Où il faut être là. Ah, Kiryu, quel charisme absolu. Et si vous voulez, vous pouvez commencer du coup par le tout dernier épisode, qui est donc Yakuza 7, qui lui, certes, est une suite aussi des précédents Yakuza, mais donne un nouveau personnage, voilà, Ichiban comme protagoniste. Et le jeu, se passe plus du tout comme un beat'em all, voilà, ça se passe comme un JRPG, voilà, avec des combats au tour par tour très, on va dire, très inspirés de jeux comme Dragon Quest ou comme Persona. Regardez-le, il a trop de flow. Non, c'est trop. Le jeu est magnifique et surtout l'écriture, l'humour, l'écriture de l'ensemble des quêtes annexes et ce côté un peu, on vit tout dans la tête du personnage principal, mais le personnage principal, il a des problèmes, tu vois. Vraiment, il a joué un peu trop aux jeux vidéo, je pense, dans sa vie. Et sa vie est tellement merdique qu'il préfère se construire tout un univers un peu factice, mais malheureusement, rencontre aussi la dureté de la vie. Tu vois, l'attaque écrapince absolument et puis gigantesque. Dans le 7, super. T'as aussi quand même toute une intrigue politique, tu vois. Tu parles des affrontements entre les triades et autres, mais
t'as aussi quand même un aspect, bah voilà, tu vois, typiquement les bébés, tu vois, et t'as quand même un aspect ultra politique où tu te rends compte qu'en fait, que tout le Japon, en fait, baigne un petit peu dans ces magouilles de Yakuza, et du coup, je trouve que ça donne, en plus de ça, tu sais, un aspect, genre ultra, comment je pourrais dire, un aspect de grandeur au jeu, en fait. Ne serait-ce que par la map qui est gigantesque, mais aussi par son intrigue qui peut toucher tous les Japonais à terme, tu vois. C'est complètement vrai. En plus de ça, vous pouvez retrouver d'autres dérivés comme Yakuza Ishin, dont on avait vu un trailer récemment, puisque le jeu va sortir par chez nous, qui raconte l'histoire de Yakuza, mais dans le Japon un peu plus médiéval, de l'ère Edo, tu vois, avant la révolution justement japonaise. Et vous pouvez retrouver aussi les spin-off, on va dire, dans le même univers, mais qui racontent des histoires totalement alternatives de Judgment et de Lost Judgment, qui sont aussi disponibles en français. Tout ça, c'est la Yakuza Team, tout ça, c'est du très bon. C'est vraiment le GTA japonais. La seule différence avec GTA, c'est que tu voles pas de bagnole, tu vois, dans les jeux. Tu peux pas faire spawn des tanks, bon, voilà, d'accord. Mais globalement, il n'y a pas de notion aller à un point, aller à un point B en voiture. C'est tout la pure baston à main nue. Il y a très peu d'armes à feu. Tu as parfois des armes blanches, des trucs, mais il y a très peu d'armes à feu. Il y a des armes, mon pote, des fois, c'est quand même... Ouais, c'est les ennemis qui utilisent des armes à feu, mais Kiryu, il arrête tout avec ses pecs, là, comme ça. Non, je pense surtout à ce que toi, tu peux manier comme arme. Ah oui, j'avoue. Il y en a un qui est quand même légendaire. J'ai vu un truc marrant, là. Il y avait la nana qui a fait un nunchaku avec un téléphone. Ouais. Donc elle avait deux téléphones, elle a fait un nunchaku, c'était assez drôle. En fait, il faut savoir que dans Yakuza 7, tous les personnages ont des jobs, tu vois, comme dans les RPG. Okay. Seulement, c'est des jobs de la vraie vie. Donc tu peux avoir le job idol, réceptionniste, host girl, videur, t'as le job ramasseur de poubelle, et chaque job donne des skills différents et donne des attaques différents. Pêcheur, tu vois, c'est un job donc de la vraie vie. Donc le mec, il a la canne à pêche, et tu vas à la NPE, hein, l'ancienne ANPE japonaise, pour changer ton job des personnages, et ça donne accès à des skills et des capacités différentes. Et ouais, quand t'es pêcheur, tu peux envoyer les crevisses en attaque spéciale. Quand t'es réceptionniste, tu fais un nunchaku avec tes trucs. Il y a le job de danseur, tu vois, à un moment tu fais du breakdance. Ouais, il fait du breakdance. C'est traduit en français, maintenant, et c'est ça qui est vraiment assez extraordinaire, c'est qu'on peut enfin en profiter parce que c'est vraiment beaucoup de narration, et parfois tu as des couloirs d'1 heure complet de cinématique où tu regardes littéralement une série. Hein. Il faut savoir que tous les Yakuza d'ailleurs sont chapitrés, et vous pouvez juste vous faire un chapitre de Yakuza, ça comptera un peu comme un chapitre de série que vous pouvez regarder, tu vois. Ça se binge-watch en fait un peu. Ouais, ça se binge-watch, mais par contre, je trouve qu'il faut quand même avertir sur le fait que c'est des jeux qui sont vraiment longs, qui prennent du temps. Moi, tu vois, Like a Dragon, j'étais à quasiment 70 heures dessus et j'avais pas fini, tu vois. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ouais, alors c'est sûr, c'est des jeux bon, Like a Dragon, c'est 40 heures plus le endgame, mais vraiment t'as vraiment des Yakuza, tu peux y passer 100 heures, parce que le endgame, qui sont vraiment des jeux à part entière, t'as dans certains Yakuza, t'as tout un aspect gestion de patrimoine immobilier, où tu peux devenir ni plus ni moins que le roi de l'immobilier de Shinjuku, tu vois. Ça, c'est trop. Ce mini-jeu, il est légendaire. Il est légendaire. Abusé, et tu peux gérer ton patrimoine immobilier. Et le jeu de gestion en lui-même, il est tellement ok, tu peux jouer qu'à ça dans Yakuza. Et t'as même pas besoin de jouer au reste, c'est satisfaisant lui-même. J'ai fait des streams uniquement sur ça pendant des heures. Ah, c'est la gestion, c'est trop bien. Voilà, la saga Yakuza, franchement, c'est pour moi la saga la plus japonaise de l'histoire des sagas. C'est à Sega justement que l'on doit ceci, et ça a l'air de continuer, puisque Yakuza 7, en tout cas Like a Dragon chez nous, eh bien, en plus de sa traduction, a remporté un franc succès. Au général, on attend la suite, évidemment, avec impatience. Voilà pour cette saga. On va passer à toi, Reza, qui a sélectionné une autre saga très importante du jeu vidéo japonais, avec un folklore un peu par chez nous quand même, hein. Un petit peu. On va parler de DMC. D'ailleurs, rapidement, pour finir sur ta chronique, je recommande le Hokuto no Ken qui a été fait par les développeurs de Yakuza. J'avais testé rapidement avec le gameplay. Le gameplay, ils l'ont tiré d'un jeu Yakuza aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Un peu beat them up, et il est vraiment pas mal. Donc voilà. On reviendra dessus plus tard. On va parler de DMC. On va parler de DMC sur le plateau. Est-ce que vous avez déjà joué à Devil May Cry? Oui. Mon frère, oui. Ah voilà. Ça compte. Ça compte bien évidemment, ça compte. On va parler de DMC. DMC, donc une série de jeux vidéo de Capcom qui est sortie en 2001, si je dis pas de bêtises. À l'époque, dans les projets, avant que le jeu arrive, c'était un dérivé d'un des projets de Resident Evil 4, si je dis pas de bêtises, qui s'est transformé finalement en DMC, qui est donc sorti en 2001 sur Play 2 avec le personnage de Dante.
Derrière, je vais vous parler un peu de son comportement, son attitude, parce que Dante, c'est un personnage assez drôle. Par exemple, dans DMC5, on voit qu'il fait des moonwalks, on a pas mal de séquences vidéo de présentation d'armes et tout. Mais le développement du comportement du personnage s'est fait à partir de Devil May Cry 3, quand Itsuno a repris les règles, parce que du coup, c'était pas Itsuno qui avait créé le jeu, c'était Hideki, si je dis pas de bêtises, qui a par la suite fait Bayonetta 1 sur PlayStation 3 et la console en face. Donc on va parler de tout ça rapidement, mais avant ça, j'ai envie de faire quand même un prologue sur l'histoire et vous parler de Sparda. Est-ce que vous connaissez Sparda sur ce plateau? Sparda? Sparda, ouais. Sparda. Non, Sparda. Qu'est-ce que c'est Sparda? Alors ce n'est pas un Poké, non, c'est Sparda, bien évidemment. C'est le père de Dante et Virgile et je vais vous parler de son histoire. Oui, d'accord, ok. Bon, On parle folklore. Exactement, je vous parle folklore. Donc Sparda, démon des enfers, était un des plus puissants démons des enfers à l'époque, dans une grande guerre qui opposait les humains et les démons. Les démons avaient l'avantage à aller prendre le dessus sur les humains lorsque Sparda décida d'aider les humains et de se retourner contre sa propre race, les démons. Il défia Mundus, qui était le roi des démons, et réussit à le vaincre dans un dernier combat acharné, ce qui donna la victoire aux êtres humains. À ce moment-là, Sparda, il décida donc de fermer le portail qui reliait le monde des humains et le monde des démons avec 3 choses. Son sang, une amulette et le sang d'une prêtresse. Donc avec ces 3 choses, il a réussi à fermer le portail qui reliait le monde des démons et le monde des humains et faire en sorte que les démons ne puissent plus attaquer les humains. C'est beau. Par la suite, les humains vécurent très heureux pendant à peu près 2000 ans sous le règne de Sparda. Vu que c'est un démon, il meurt pas de vieillesse comme nous, malheureusement. Et à force de baigner au milieu des humains, Sparda a réussi à gagner une forme humaine, on va dire. Et il tomba amoureux d'une femme qui s'appelait Eva. Voilà. Et avec Eva, ils eurent 2 enfants, 2 jumeaux. Dante et Virgile. Mais non. Mais si. C'est énorme ce que tu me dis. C'est énorme ce que je viens de dire. Voilà, Dante et Virgile, 2 enfants, 2 frères jumeaux. Oui monsieur, oui madame. Derrière, ils vécurent heureux et eurent plein d'autres enfants. Non, je rigole, c'est pas vrai. Spoiler alert. Ah ouais, j'allais dire. Non, à un moment ou à un autre, ça a mal tourné. Exactement. À un moment, ça a mal tourné. De paix, mon pote. Ça me rappelle un peu, comment ça s'appelle? Ça me rappelle dans un manga, la mort du premier Hokage dans Naruto. On sait toujours pas comment il est mort. Sparda, c'était à peu près le même truc. Sparda un jour est mort, mais on ne sait pas comment il est mort. C'est vrai. Et bien évidemment. Son heure était venue. Possiblement. Et voilà, bien évidemment, après sa mort, le portail s'affaiblit et c'est le retour des démons de Mundus sur la planète Terre qui essayent de se faire les êtres humains. L'histoire va donc commencer dans Devil May Cry 3 où on joue un jeune Dante qui va commencer à buter du démon parce que quand les démons sont revenus après la mort de Sparda, ils ont réussi à tuer son frère jumeau Virgile et sa mère Eva. Donc il vit dans la vengeance et est là juste pour buter du démon. Voilà. Le plot de base, ça démarre sur ça. On commence avec Devil May Cry 3 parce qu'après je vais vous parler de la chronologie et on va donc jouer au jeu. Derrière, on rencontre Virgile, on se rend compte que le frère jumeau était finalement vivant. Il est pas mort. Et finalement il est pas mort. Il va essayer justement de rouvrir ce portail et s'ensuit un combat fratricide entre les 2 frères. De manière chronologique, pour revenir rapidement à ceux qui nous regardent dans le chat, de manière chronologique, les jeux Devil May Cry sont assez inversés. On commence donc avec DMC3 dans l'histoire. Sérieux? Exactement, on commence avec DMC3. Ensuite, on a DMC1. Ok. Après, c'est DMC2, puis DMC4, puis DMC5. Ok, d'accord. C'est juste le 3, c'est la préquelle, quoi. Trop bizarre. Exactement, parce qu'en fait, à l'époque, ils avaient fait le 1 et le 2. Comme je te disais, c'est pas le même créateur. Et quand on a fait le 3, c'est là qu'on a vraiment intégré et lié le lore et le gameplay, ce qui a fait qu'on a pu les replacer dans un ordre chronologique. Par exemple, dans DMC1, on affronte Nero Angelo, j'ai oublié comment il s'appelle exactement. C'est un démon, on sait pas trop qui il est. Puis on se rend compte qu'en fait, c'est Virgile, le frère de Dante. Pourquoi c'est Virgile? Parce que dans DMC3, à la fin du jeu, quand vous battez votre frère jumeau Virgile en combat, il tombe en enfer. En enfer, il va décider d'affronter Mundus, l'homme qui avait été vaincu par son père, sauf que Virgile n'est pas son père. Spoiler alert, il se fait casser la gueule. Après ça, il se fait sbirifier et transformé en démon qui est envoyé du coup sur Terre, et vous l'affrontez dans DMC1. Mais ça veut dire qu'il perd 2 fois contre son frère et contre le démon des enfers. C'est un loser, Virgile, de ouf. Ouais, c'est ça qui est un peu compliqué. Je sais que beaucoup de gens sont fans de Virgile parce qu'il est stylé, parce qu'il est machin. Mais c'est vrai que quand tu fais les jeux, tu te dis, mais attends, il fait que perdre le frère en fait. À défaut d'avoir un gameplay stylé, il prend des roustes. Mais bon, et comme Sasuke, quoi. Comme Sasuke, voilà. Donc ça, c'est pas grave. Ça avance tranquillement. DMC2, je vais pas trop m'attarder dessus. Ensuite, on passe donc à DMC4. DMC4, on va jouer Nero. Nero, qui est le fils de Virgile, mais qui ne sait pas qu'il est le fils de Virgile et donc qui ne sait pas qu'il est le neveu de Dante.
Le jeu va donc commencer dans une secte, dans une partie, une fête qui se déroule dans une secte qui vénère Sparda, pardon. Et il y a Dante qui va rentrer dans la partie, dans la fête, et qui va tout bousiller. Il va se mettre à buter les gens, tout ça. Donc Nero, il va pas comprendre, parce que lui aussi, entre guillemets, il est dans la secte, et il est amoureux de la fille du leader de la secte. Donc il va se défendre, il va affronter Dante. Dante s'amuse avec lui, il le bat et le repousse pendant, on va dire, tout le long du jeu. Et arrivé à une certaine partie, au milieu du jeu, on a des images magnifiques. Au milieu du jeu, Nero va se rendre compte que finalement, le chef de la secte, c'est un méchant. Parce que le chef de la secte, qui avait été tué au début du jeu, a réussi à ressusciter suite à l'ascension. Et est entré dans une sorte de statue qu'on appelle Savior pour sauver l'humanité. Et derrière, il n'a pas hésité à prendre sa fille en otage, sa propre fille. Nero qui est amoureux d'elle, vous connaissez la force de l'amour, le pouvoir. Oh là là. Ça va directement aller et il va se décider de s'allier à Dante pour le contrer. En vrai, ça bombarde. Hein. On va suivre le jeu jusqu'au bout, on va réussir à vaincre justement le fameux Savior et qui est Sanctus et passer à la suite. Jusqu'à ce moment-là, Nero ne sait pas qu'il est le fils de Virgile. On enchaîne donc sur Devil May Cry 5, le dernier du nom sorti en 2019, qui a d'ailleurs une belle version optimisée sur PS5, où on va jouer Dante, Nero et V, un nouveau personnage. On a toujours Lady et Trish qui sont présentes, qui sont arrivées au cours des DMC, dans DMC2 et DMC3. Donc l'histoire va nous faire affronter une sorte de démon qui s'appelle Urizen, qui a fait ressusciter le Clip-Off. C'est une sorte d'arbre qui vient des enfers, qui va se nourrir du sang des humains pour ensuite les donner du coup aux démons pour qu'ils deviennent plus forts. Voilà. Donc le jeu avance, le jeu est cool, tout se passe bien. Et à la moitié du jeu, on apprend qu'en fait V, c'est Virgile. Oh, sans déconner. Et qu'à un moment... La move list ne me disait rien pourtant. Non, parce que quand je joue V, V n'a que des golems. Virgile, j'aurais jamais deviné. V n'a que des golems, il n'a pas de moveset au corps à corps. Du coup, en termes de gameplay, ça n'a rien à voir avec Virgile. Mais comme il s'appelle V, tu peux dire peut-être sera Virgile, mais il lui ressemble pas du tout. Donc on nous remonte un peu des images après. Ça c'est Virgile ça. Ça c'est Virgile, on le voit dans le jeu plus tard. Ok. On nous remonte des images après et on nous explique en fait qu'à un moment donné où ça allait très mal, Virgile s'est planté son propre katana Yamato et a séparé son bon côté de son mauvais côté. Parce que comme Sparda avait eu un enfant avec un être humain, ces deux gamins sont métis, on peut dire ça comme ça. Ouais. Ce sont des démons et des humains, des hybrides. Ouais, donc voilà, avec Yamato il a pu séparer les deux côtés et donc on a V d'un côté et Urizen de l'autre qui cherchait à devenir fort. Putain, c'est un scénario à la Kingdom Hearts, hein, excuse-moi. Par exemple, on va bousiller Urizen, une fois on va le repousser, il va aller prendre l'énergie du clip-off, on va encore l'attraper, on va lui remettre la max. Ensuite V va fusionner avec Urizen, va redevenir Virgile, il va encore défier Dante, on va lui remettre à peu près la max. Sauf que quoi, juste avant Dante avait annoncé à Nero qu'il était donc le fils de Virgile et que Dante était son oncle. Nero pétant les plombs, il va aussi développer son Devil Trigger, dont je parlerai plus tard dans l'évolution du gameplay de DMC, et va interrompre le combat de Dante et Virgile, et va forcer, on va dire, les deux frères, son père et son oncle, à s'allier pour aller terminer le travail en enfer. Donc ils vont aller finir le boulot, ils vont rester en enfer et laisser l'agence Devil May Cry à Nero et lui laisser le rôle de protecteur de la planète Terre. Ah, mais alors ça veut dire... Ça c'est le côté histoire. Ça veut dire que Nero, c'est le plus craqué de tous en fait, à la fin. Possiblement, oui. Non, si c'est le cas. Ouais, mais j'ai envie de dire que j'attends le 1v1. Parce que dans DMC4 il se fait tabasser tout le jeu, dans DMC5 il se fait tabasser tout le jeu. À la fin il a son Devil Trigger, donc il a un truc sympa. Après son Devil Trigger je suis pas trop fan, mais c'est pas grave. Je vous ai parlé de l'histoire, je sais qu'il y en a beaucoup sur le chat peut-être qui s'en foutent, parce que comme Devil May Cry c'est un beat 'em up, l'intérêt des beat 'em up aussi c'est énormément le gameplay. Donc je sais que beaucoup de gens ne sont pas forcément attachés au gameplay, donc voilà. On va attacher au mode histoire, pardon, donc on va parler gameplay maintenant. DMC1 comme on le disait, ça part du projet de RE4, du coup le gameplay n'est pas spécialement ouf, mais il va quand même ajouter quelque chose à l'univers des beat 'em up. Je m'explique, le Stylish System. C'est le jeu qui a ramené le fait d'avoir une note à la fin d'un combat. C'est vrai. C'est DMC, donc tu as la note à la fin d'un combat et tu as la note du coup pendant que tu combattes. Donc pendant que tu combattes, tu as la note qui monte, D, C, B, A, S, W, S, triple S, qui va vous permettre de faire plus de points, et l'objectif c'est d'avoir la meilleure note possible. Donc au-delà de finir le jeu, c'est aussi un jeu stylish. Là on voit le combat entre justement Dante et son frère Virgile sous la forme vérifiée après la défaite de Mundus de Nelo Angelo. Ça c'est dans Devil May Cry 1, sorti en 2001. On va mettre le deuxième asset, s'il te plaît, Borvo. Je me suis permis de mettre une vidéo de Haras. C'était clean pour 2001. Hein. Comment? C'était clean pour 2001. Ouais, ça va, je pense. Ouais, ça va. C'était pas dégueu, surtout à l'époque. Et je me suis permis de mettre du coup une deuxième vidéo. On passe directement au 5. Hein. Désolé de sauter le 2, le 3, le 4, histoire que vous voyez le gap. Je me suis mis un gameplay de Rasp, si je dis pas de bêtises, dans le runner. Et là, vous allez voir, les gars, c'est level max. Par contre, là, c'est un youtubeur du jeu, voilà. C'est un mec qui a 20 000 heures, qui a fait tous les DMC, qui a tout fait. Donc là, vous avez un maxi combat au niveau maximum de difficulté. C'est un coup, tu meurs, si je dis pas de bêtises. Et c'est l'affrontement entre Virgile et Dante qui était sorti après en DLC. Donc le type maîtrise le jeu, maîtrise le gameplay et il est en train de mettre la max.
on va y arriver. On va laisser la vidéo continuer. Je vais vous parler des évolutions qu'il y a eu entre les jeux. Donc dans DMC2, on a eu l'introduction des combinaisons de combos mid-air, parce qu'à l'époque on ne pouvait pas le faire spécialement dans le 1, et on a eu le bouton d'esquive et le fait de pouvoir changer d'arme à feu sans avoir à revenir par le menu principal comme dans DMC1. Ultra dynamique là. Hein. Exactement, le 5 est ultra dynamique. Hein. On laisse la vidéo en fond pour que le public se régale. Voilà. Je vais vous parler derrière de DMC3, considéré par beaucoup de la communauté possiblement comme le meilleur. Et pour beaucoup aussi de nostalgiques, celui-ci, le 3, avait amené la sélection de styles dans le gameplay qui n'était pas présente à l'époque. On va donc parler de 6 styles différents. Swordsmaster pour des tricks à l'épée. Royal Guard par exemple, c'est ce qui vous permet de faire les paris. On a le Gunslinger avec des techs supplémentaires sur les armes. Quicksilver, le Doppelganger et le Trickster avec les air dash, les téléportations et tout ce qui va avec. On ne pouvait pas changer de style pendant la game, mais il fallait le faire sur la statue ou sur le menu avant de commencer une mission. Derrière, on a aussi eu l'ajout du Devil Trigger, qui est la transformation en démon donc de Dante dans Devil May Cry 3. On passe ensuite à Devil May Cry 4, où on avait eu l'arrivée donc de Nero, qui était le personnage principal du jeu, donc le fils de Virgile et le neveu de Dante. Il a ce qu'on appelle le Devil Bringer, qui était son bras démoniaque avec lequel il pouvait attirer l'adversaire avec un petit get over here, un peu à la Scorpion, et aussi faire ce qu'on appelle les chop spé, ou encore détruire les boucliers des personnages qui se défendaient énormément. Derrière, on a toujours le Devil Trigger, mais on a aussi l'arrivée du gameplay définitif entre guillemets de DMC comme on le connaît aujourd'hui, avec la possibilité pour Dante de changer les styles avec les flèches directement sur le D-pad. Donc à l'époque, on devait le choisir avant de commencer la mission. Maintenant, on peut les changer en cours. Les changer en cours, ça veut dire quoi? On a la possibilité de faire un nombre incalculable de combos. Le gameplay est extraordinaire. Vous avez des joueurs, enfin, d'ailleurs, je montrais Eras, mais après, on va montrer Danguri, le boss de fin, comme je l'appelle. C'est des mecs qui ont plus de 20 000 heures passées sur l'ensemble de la série parce qu'il y a des possibilités quasi infinies. 20 000 heures, mon gars. Bien sûr, parce que le jeu a la profondeur pour et les possibilités pour. Et vraiment, c'est ce qui rend bien le gameplay de Dante. C'est pour ça que souvent, les gens, quand vous commencez DMC, vous diront c'est bien de commencer avec Nero parce que son gameplay est pas trop compliqué, et c'est bien d'enchaîner sur Dante si vous avez un peu faim parce qu'il y a plus de choses à découvrir avec le personnage. Et dans DMC du coup 5, on a le Devil Trigger de Nero, on a le Neo Devil Trigger, je crois qu'il s'appelle, c'est le Super Devil Trigger avec une nouvelle transformation qui rentre en jeu. On a d'autres persos comme V, Trish et autres. Bref, en tout cas, c'est possiblement en termes de combo stylish le meilleur beat'em all dans sa catégorie. Et pour terminer la chronique, je me suis permis de mettre une vidéo d'Anguri qu'on va mettre rapidement. Et après revenir sur les armes iconiques qu'on fera après, puisque je me suis un peu emmêlé, je suis allé trop vite dans l'histoire. On va regarder rapidement une partie de la vidéo d'Anguri qu'on va commenter. Et après, je rappellerai quelques-unes des armes iconiques du jeu. Très bien, alors je ne sais pas si la vidéo passe, mon bon Borvo, peut-être es-tu perdu. Le voici, évidemment, en gombo. C'est ça, on a une magnifique vidéo. Donc ça, c'est l'avant-dernière mission du jeu, la mission 19, où Dante affronte Virgile. Et donc on a Danguri qui est réputé, entre guillemets, pour être le meilleur joueur au monde de Devil May Cry depuis l'époque. Sur cette magnifique vidéo, là, il se la raconte à mort, en tout cas. Il se la raconte à mort, il nous montre au niveau max comment affronter Virgile dans une vidéo des plus stylish. Donc voilà, il connaît le gameplay par cœur, il fait des trucs en réaction, il y a du pari, il y a du switch d'armes, il y a du switch d'armes à feu, il y a du switch de stance, il y a du contre, il y a des taunts avec la touche select, donc la touche option, share maintenant, pas share, la touche option maintenant, donc qui vous permet de taunter l'adversaire pour continuer à garder la note du combo assez élevée. Bon, pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, ça peut vous paraître banal comme ça. Pour ceux qui ont un tout petit peu joué au jeu, vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de faire, et j'ai envie de dire, c'est extraordinaire. Hop là. On va parler rapidement après des armes. Du coup, je vais remonter pour mon bon Borvo. Donc, je t'avais changé les vidéos. Normalement, je l'avais mis des vidéos dans le runner. Si c'est bon pour autant, on va parler un peu de celle-là. On va commencer avec Nevan. Est-ce que vous connaissez Nevan sur le plateau? Evan? Nevan. Nevan. Est-ce que vous écoutez Aerosmith sur le plateau? Aerosmith, ouais, Aerosmith, voilà. Je connais. Dante, c'est un guitariste. Vidéo, s'il vous plaît. On a une arme qui s'appelle Nevan. C'est une maxi guitare qui permet d'envoyer des chauves-souris. Et je sais pas si on aura le son en plateau, mais t'as aussi les notes qui partent, et du coup, t'as les vrais sons. T'as les vrais sons qui sortent dans le jeu. Donc là, voilà, c'était un petit test. Ouais, les notes en comment battre. Exactement, là, tu peux balancer des chauves-souris, t'as même un moveset où genre il glisse, un peu comme une célébration de joueur de foot, il glisse et après il envoie. Voilà, bref, c'est vraiment extraordinaire, c'est une des armes les plus stylées et iconiques du jeu. Ça régale, en vrai. Elle n'est pas revenue dans DMC 4 et 5, mais elle fait vraiment le taf. Vous pouvez l'avoir aussi dans le jeu de combat Ultimate Marvel vs Capcom 3, qui est disponible sur PlayStation 3 et PlayStation 4, où il met la max dessus. Dans les armes iconiques, j'ai gardé aussi Balrog, donc il y a un petit gameplay normalement qui a été mis à jour. Balrog, pourquoi Balrog? Donc c'est des points
et des pieds, des sortes de chaussures, des renforcements au niveau des pieds, des renforcements au niveau des bras. Il y a ça hein, dans ton manga préféré, je crois, Bitel, le personnage principal a ça. Donc ici on a Un Balrog. petit coup de renforcement, ça me dit quelque chose. Voilà, Balrog qu'on a volé du coup à Beowulf, parce que vous savez qu'une des particularités de Devil May Cry, c'est quand on bat un boss à l'époque, généralement on prend ses armes. Donc, Devil May Cry 3, on bat Comme Beowulf. dans Megaman. Et voilà, et on ramasse ses armes du coup. Et à ce moment-là, vous pouvez voir le gameplay de DMC5 qui est extraordinairement bon. On a Balrog avec les poings, on a mis du moveset de boxe anglaise, de trucs un peu différents. Avec les pieds, on a du moveset de capoeira, de breakdance. Bref, le gameplay est extraordinaire et c'est hyper connu et connoté dans la communauté, DMC, tout le monde en parle. Voilà. Derrière, je vous en ai mis une troisième et une quatrième. On va parler d'Ebony and Ivory. Je sais pas si vous connaissez. Une nouvelle Ivory. arme. Le nouvel arme, non, ce sont ces deux guns. Oui, Donc bien ces sûr, armes les bien plus sûr, connues, hein, hein, Ebony et Ivory, on a mis un petit combo ici Ça triple régale S ça. à l'arme à feu. On a l'arme à feu qui souvent dans DMC2 peut être utilisée pour aller loin dans le jeu, mais en général non. Elle sert plutôt à stagger les adversaires, continuer les combos et maintenir la note pour ensuite pouvoir enchaîner sur autre chose. Vous avez donc le... Ouais, c'est pas les dégâts. Hein. Ouais, vous avez donc le sword style, vous avez donc le style Gunslinger qui vous permet certains tricks. Ici normalement on a le double saut, on a la descente, voilà, il met la taunt ici pour conserver la note. Bref, c'est du DMC comme on l'aime, c'est du DMC comme on le connaît et ça fait plaisir. Dernière arme, on va parler de Rébellion. Donc probablement l'arme préférée des fans de DMC, c'est la magnifique épée de Dante qu'il arbore dans DMC3, parce qu'après on sait qu'il aura aussi l'épée de Sparda, mais Rébellion c'est un peu la préférée pour pas mal de gens. J'ai mis un petit combo, une petite vidéo combo derrière pour ça, donc arrive à faire un petit mix avec Coyote, je crois, le fusil à pompe et autres. C'est un peu une épée classique, on a le multi-hit, on a le Stinger, on a tout ce qui va avec. Voilà, la majorité du moveset classique de Dante vient de cette épée. Devil May Cry, c'est incroyable, par pitié dans le chat, jouez-y si vous avez le temps. C'était tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé ça. Merci beaucoup Reza, en effet le kiff, on voit l'évolution d'ailleurs de la série entre la vision d'origine et l'évolution que ça atteint. On se demande jusqu'où pourront-ils pousser le gameplay, mais c'est vrai que ça s'enrichit série après série. On en avait parlé dans Starter, mais Devil May Cry a atteint le 5, les 6 millions de ventes, donc c'est tout simplement le plus gros succès d'un Devil May Cry ever. Voilà, faut le savoir. Ouais, le 5 c'est super bien vendu. Ouais. Donc à ne pas douter qu'il y aura probablement. Toi, t'as tapé les triple S, mon très cher Reza, en vrai? T'es allé jusque où en vrai? Sur le 5, non. Il n'y a que DMC3 où j'ai fait plusieurs runs. DMC5, j'ai fait qu'une seule run. Okay. Après, moi, dans mes collègues, j'ai Wayne, souvent présent, qui est là dans le chat, qui est souvent présent ici dans nos émissions, qui est un fan de DMC, c'est sa licence préférée. Ah bah oui. Et DMC5, il a fini le jeu à tous les niveaux, en triple S à tous les niveaux. Waouh. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir Ça dans le prend chat, combien Wayne. d'années Ça prend énormément d'heures, je pense. J'allais dire, ouais. On a aussi Sylvius de la communauté de jeux de combat Ouais, que beaucoup, Ken connaît, qui est un grand fan de beat'em all, qui a joué à tous les beat'em all du monde, de l'arcade à aujourd'hui, et qui a aussi fait la plupart des DMC en full triple S. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir. Let's go, les véritables boss du game. On va enchaîner avec une autre série du jeu vidéo japonais. Capcom est encore représenté ici parce qu'on va parler de Monster Hunter, Bitel. Ouais, bah oui, évidemment. C'était soit toi, soit moi, mon très cher Ken, sur cette licence-là. Et du coup, vu que tu avais pris Yakuza, eh bien moi j'ai pris Monster Hunter parce que Monster Hunter, c'est une série que j'ai poncé bien trop dans ma jeunesse, que j'aime profondément et qui, en vrai, a quand même eu un rayonnement assez important au Japon puisque c'est devenu l'une des plus grosses licences vendues là-bas. Il faut savoir quand même que ça a fait des millions et des millions de ventes depuis l'archipel. Un petit peu moins en Europe, mais vous allez voir, on va en parler, vous allez comprendre. Monster Hunter World est le jeu Capcom le plus vendu Monster Hunter de tous World, les temps. Oui, mais justement, tu vas voir quand même qu'il y a eu un long cheminement avant d'arriver à cette explosion avec Monster Hunter World, puisque voilà, pour rappeler un petit peu, Monster Hunter c'est sorti en 2004 sur PS2, le premier que vous avez pu voir. Je sais qu'il y en a plein qui avaient joué d'ailleurs au premier, qui était un petit succès à l'époque. Évidemment, vous voyez ce trailer, ça c'était l'opening. C'était l'opening de Monster Hunter, avec évidemment le moment où on entend pour la toute première fois cette musique iconique de fou qui va traverser le temps maintenant, aujourd'hui sur Monster Hunter. C'est clairement le thème emblématique. Et donc du coup, on a cette première version qui sort, qui laisse tout le monde assez étonné et surpris de cette qualité de gameplay. Et puis on va s'en suivre avec une disparition de la licence. Le 2 ne sortira pas en France, et ça ce sera au plus grand dam de beaucoup de gens. La licence refera tout simplement surface en Occident à partir de 2009 avec une version nommée
Monster Hunter Freedom Units. Et à ce moment-là, comment vous expliquer que Monster Hunter va prendre une envolée. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, la PSP a vraiment été une terre d'accueil de ouf parce que c'est le moment où tu as donc Monster Hunter Freedom qui commence à arriver. Le premier sort au Japon, fait quand même pas mal de ventes puisqu'on arrive quasiment à 1 million de ventes sur Monster Hunter Freedom, le premier du nom. Et s'ensuit ensuite, donc du coup, Monster Hunter Freedom 2, qui lui est en gros, entre guillemets, la première version de Monster Freedom Units, puisque Monster Hunter Freedom Units, c'est Monster Hunter Freedom 2G, qui est sorti au Japon, ça. Et qui sera nommé Freedom Units chez nous en 2009. Et à travers évidemment ces différentes rééditions du 2, ça devient ni plus ni moins que le jeu le plus vendu sur PSP, avec 3 500 000 de ventes au Japon. C'est juste colossal, vraiment. Faut quand même remettre dans le contexte, on est en 2008-2009 et une console portable Sony fait autant de ventes que ça sur un jeu, c'est vraiment monstrueux. Monster Hunter Freedom Units aura été clairement un jeu qui a marqué les gens de par déjà sa diversité de son bestiaire, parce que ça c'est pour le coup le jeu où on s'est retrouvé avec le Tigrex, le Nargacuga, le Kirin, le Kushaladawa, ou bref tous les grosses wyverns, toutes les grosses wyverns qu'on a appréciées. Là, vous voyez évidemment la scène d'intro du jeu avec le Ratalos. Et ça, c'était quand même un petit plaisir, je vais pas vous mentir. On le désosse. Ah oui, ça te montre carrément le craft et tout. Enfin, vraiment, tu étais très vite mis dans le bain avec Monster Hunter Freedom Units. Et en plus, il faut savoir que, évidemment, le numéro donc Freedom Units apporte un gameplay en plus, puisque ça rajoute notamment l'épée longue, qui n'était pas encore d'actualité à ce moment-là, puisque ça arrivait avec Freedom. Et donc du coup en Europe, on ne l'avait encore jamais vu, cette partie avec une épée longue, qui devient évidemment à ce moment-là l'une des armes les plus préférées de beaucoup trop de personnes. C'est vrai. Vraiment, l'épée longue a été le katana plébiscité. Ouais, le katana, ça a été clairement beaucoup trop plébiscité par la suite. Évidemment, à travers tout cela, Monster Hunter devient une licence incontournable de la PSP. Incontournable, mais au final, Sony et Capcom se disent, est-ce qu'on a vraiment envie de donner un maximum de Monster Hunter ? Ça a été un petit peu le problème, puisque derrière, moi je vais vous parler d'un jeu qui, pour le coup, je suis très triste qu'on ne l'ait jamais eu, c'est Monster Hunter Portable 3, qui a été l'une des plus grandes déceptions pour l'Occident, puisque on ne l'a jamais eu. Il est sorti uniquement au Japon, et je vais vous montrer un petit peu les images, parce que c'est probablement déjà de 1, l'un des plus beaux villages qu'on ait eu, et surtout l'apparition de monstres qui sont aujourd'hui complètement iconiques, comme le Zinogre. Et franchement, moi je n'ai jamais trop compris pourquoi justement on n'a jamais eu cette sortie. C'est vrai, Portable Sword, c'est une véritable déception. On redit bonjour évidemment à tous ceux qui viennent nous rejoindre sur la chaîne PlayStation FR, qui nous viennent de la grande scène. Nous sommes en plein Manga Sur, on est en train de retracer l'histoire des jeux vidéo japonais et des jeux vidéo animés adaptés en JV, enfin des animés adaptés en JV, actuellement sur la saga Monster Hunter avec Bitel. On parlait du cas d'école, Monster Hunter Portable Sword, dernier épisode de PSP, jamais arrivé chez nous malheureusement. Et qui pourtant avait quand même une promesse super intéressante, tu vois. Il renouvelait un petit peu la saga, surtout tu avais en plus de cela une meilleure connectivité, ils avaient encore plus amélioré leur gameplay. Il avait carrément eu une version HD sortie sur PS3. Donc vraiment, le jeu aurait pu être un gigantesque carton. Et pourtant, ils ne l'ont jamais sorti en France. Et ça, je ne comprendrai jamais, je pense. Peut-être une histoire un peu de licensing. On sait que la saga a fait un passage sur les consoles de Nintendo, notamment au niveau de la 3e génération de consoles, dont fait partie, il me semble, Portable Sword. C'est la version PSP de la 3e génération, tu vois. Je sais pas, peut-être qu'ils se sont dit qu'il y avait assez de place comme ça pour la 3G. Et le contenu finalement de Portable Sword, on va le retrouver dans 3 Ultimate. Bien sûr. Dans 3G après. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage. C'est quand même dommage quand tu sais que en fait, la PSP a littéralement porté la licence pendant des années. Oui, vraiment de 2007 à 2009, c'est la PSP qui a littéralement porté MH, quoi. Et du coup, de se dire que l'un des jeux les plus aboutis qu'on aurait pu avoir pour MH n'est jamais sorti chez nous,
moi ça me rend un petit peu triste. Là vous voyez donc du coup la scène d'intro. Ouais, elle est trop bien. Avec en plus de ça. Et le HD parce qu'il est ressorti sur PS3 le jeu, en version remasterisée HD. Ça c'est une version upscale 4K parce que je voulais vous faire plaisir aux yeux. Mais en gros il faut pas, il faut quand même se dire que ça c'était ta tenue de base. Excusez-moi. Mais enfin, quel est le flow que tu as direct? Alors que sur Monster Hunter Freedom Unit, c'était un clampin avec des pots d'ours et c'est tout quoi. Donc non, franchement, ça c'est mon plus gros regret sur PSP. Bon, évidemment, je l'ai fait en japonais, mais j'avoue que j'aurais bien aimé le faire en français. On va évidemment un petit peu parler aussi du gameplay quand même parce que c'est important, mais purement action RPG. Ton but, aller chasser des monstres qui vont avoir un niveau qui va s'élever en fonction des étoiles que tu vas claim. À ce moment-là, tu te retrouves face à des gigantesques dragons qui font 14 millions de mètres de long et tu vas devoir te battre tout seul avec ton petit féline. Et toi, t'es là, t'es en mode ouais, t'inquiète pas, on va gérer. Quand t'arrives devant Lucanlo, c'est que tu le vois qui fait ah ouais. Bonsoir, c'est énorme. Alors, Lucanlo, c'était quand même un sacré moment. Et de par, en vrai, ce gigantisme que tu retrouves sur Monster Hunter, ça fait tout de suite écho à tout ce qui est folklore japonais avec les kaiju et ce genre de choses-là. C'est quand même bien puisé là-dedans. Vous retrouvez beaucoup d'inspiration de ces différents... Ouais, je suis énormément d'accord avec toi. J'allais dire, justement, ça me fait... Monster Hunter, à l'époque... moi j'avais vu sur PSP aussi, du coup c'est après que j'ai pu jouer. Et après t'avais 2 films qui étaient sortis avec des kaiju, Pacific Rim. Oui, et évidemment. dans Pacific Rim, moi que j'ai beaucoup aimé, je sais pas dans le chat ce que vous en avez pensé, perso je trouvais ça vraiment cool pour un film avec des représentations de kaiju et de géants. Et dans Pacific Rim, à un moment ils envoient un des personnages dans une sorte de marché noir pour aller récupérer des trucs. Et quand tu rentres là-bas le type il crafte des trucs de kaiju. Donc t'as des cerveaux, t'as des embryons, t'as des machins et de ça. Et justement, ça me faisait penser à ça un peu le délire avec Monster Hunter, où ça récupérait du coup des pièces de géants kaiju pour ensuite les mixer et faire des trucs avec. C'est complètement ça. Et puis, en fait, ce qui est cool, c'est que du coup, t'as une rejouabilité qui est immense aussi, parce que tu dois faire toutes les armures, tu dois faire toutes les amélios. Enfin, t'as une quantité de choses à faire qui est hallucinante sur un MH. Pour vous donner mon temps de jeu sur Monster Hunter Freedom Unit, j'étais à plus de 2700 heures. T'imagines 2700 heures 2700 Ouais. Oh, la PSP, elle a chauffé, hein. À la partie de sa vie qui est passée dedans. Je te jure. Ah ouais, non, franchement, ce jeu-là, je l'ai aimé de tout mon être. Et clairement, ça a été pour moi une petite révélation en vrai à l'époque. C'était un jeu que je connaissais pas du tout et je suis tombé complètement amoureux dedans. Je suis rentré du coup dedans avec Monster Hunter Freedom Units, puis après Monster Hunter Portable 3. Et évidemment, on va venir donc du coup à la conclusion de tout ça, qui est évidemment Monster Hunter World, aka l'une des plus grandes claques que tu peux prendre sur un action RPG. De par sa qualité, de par sa façon d'être, ne serait-ce que l'image qu'a le jeu aujourd'hui. On est clairement sur l'une des plus grandes pépites de Capcom pour moi sur de l'action RPG. Ah ouais, le jeu il s'en sortait bien. C'est un vrai renouveau en tout cas pour la licence, avec des véritables zones ouvertes. On va dire pas un monde ouvert, mais en tout cas des zones ouvertes. Quasiment plus de chargement. Enfin vraiment, c'était exactement. On a une vraie interaction entre tous les monstres. On va dire on a un monde que l'on sent un peu plus vivant. Ouais, je suis d'accord. Et c'est vrai que Monster Hunter se redéfinit un peu avec le World. Et d'ailleurs, le public ne s'y est pas trompé, alors que le jeu n'est pas sorti sur support portable. Non. Donc c'est vraiment un jeu de salon, de console ou PC. Malgré ça, le jeu a trouvé, 20 millions. 16 millions de ventes. Et si on rajoute Iceborne, ça fait plus de 20 millions en effet de ventes. Ce qui Parce que Iceborne a été quand même un truc qui a... Iceborne, ça a tué le game aussi. Parce Iceborne, que vraiment, Iceborne, le moment où ils te sortent Iceborne, une extension. C'est l'extension la plus vendue de l'histoire de Capcom. Mais parce que c'est littéralement un jeu en plus. Ouais, c'est ça. C'est hallucinant ce qu'ils ont proposé avec Iceborne. Et clairement, le public a répondu présent. Déjà que, en fait, on le savait que le public appréciait vraiment MH. Mais en fait, là, c'est marrant parce que Monster Hunter World a vraiment permis à tous ceux qui étaient peut-être un petit peu frileux de la licence de découvrir vraiment que c'est une licence qui est pleine de vie et surtout plein d'ingéniosité, tu vois. Tous les designs des Wyverns et des dragons que tu vas affronter,
tous les designs sont ultra réfléchis, tous les gameplays sont différents. Ouais. C'est très rare d'avoir, je trouve, quelque chose de redondant face au Wizard et au Dragon, tu vois. On part souvent ce jeu un peu à Street Fighter. Hein. Chaque arme que tu choisis, c'est un peu un perso que tu prends et chacun a sa commande liste, son moveset. Et comme dans Devil May Cry que tu citais, le jeu commençait ultra rigide. Voilà, tu faisais des esquives et tu tapais un peu. Et à la fin, Monster Hunter aujourd'hui, c'est des combos, des enchaînements partout, des esquives infinies. Tu vois des perfects sur tous les monstres. Un gros jeu du speedrun, plus que la recherche du score. On peut en parler, puis surtout multijoueur PvE assez fou. Voilà, bon, je crois que le jeu parle de lui-même. Le jeu, pourtant, il date. Et c'est quelle année Monster Hunter 2016, non 2018 pour World. Et en vrai, c'est un jeu qui. C'est beau pour cette année-là. En fait, ils ont mis la max et surtout, ils ont fait en sorte vraiment d'avoir une cohérence sur tout le long, tu vois. Et en plus de ça, ils t'ont fait des environnements qui sont variés à chaque fois. Enfin, vraiment, c'est pour ça que je trouve que c'est très fort sur ce genre de jeu-là, de réussir à ne pas être trop répétitif. Parce que en vrai, c'est le même concept à chaque fois. Tu tapes des monstres, tu fais ton craft, tu fais machin, tu vois. Là au moins, ouais, si tu farmes, c'est juste. T'as quand même un petit fil rouge en fond qui t'explique pourquoi une exode de dragon ancien. Tu vois. Enfin, il y a quand même vraiment une réflexion et une idée aussi qui est très cool autour de Monster Hunter. Et j'avoue que honnêtement, je suis quand même très content de me dire que c'est l'une des licences les plus vendues de Capcom. Ouais, puis vu le succès, il est sûr qu'il y aura une suite, en tout cas, sur les consoles next-gen. C'est sûr et certain. À voir quand est-ce que Capcom nous révélera ça. En tout cas, on m'a dit dans l'oreillette que tu as joué 112 jours de ta vie. Du coup, à Monster Hunter 112 jours à Monster Hunter Freedom Unit. Exactement. Ah ouais. 112 jours. Maman, je suis désolé. C'est assez fou. Pas vu Oh si, elle m'a bien vu. On va basculer chez Caroline qui va nous raconter l'histoire d'un jeu japonais qui l'a marqué, une histoire d'amour adolescente touchante, évidemment, dans ça un monde avec les monstres, avec les démons et avec les yakuza. C'est vrai qu'il y a un peu un mélange de tout. Il y a des sorciers. Il y a des sorciers oui. aussi dans cet univers. Il y a la fantasy. Des sorcières. Il y a de la SF, il y a tout. C'est Final Fantasy VIII. Voilà, Final Fantasy VIII, moi je vous plonge, alors pas dans les mêmes graphismes du tout, je suis désolée, là ça va être radical. Un jeu impressionnant pour l'époque. Mais impressionnant même, parce qu'effectivement il est sorti en 99 en France sur PlayStation évidemment. Moi j'y ai joué du coup en 2000, en première année de lycée, donc c'est vraiment un jeu qui dans ma vie... T'es dans la cible absolue. Ah bah totalement. Alors déjà c'est vrai que pour moi le truc qui m'avait marqué au tout début c'était waouh. Les visuels sont incroyables. L'intro, elle est légendaire. Les Gunblade, on a tout. Non mais l'intro elle est folle en fait au tout début quand vous regardez l'intro vous avez les vagues avec la musique avec les voix à la chorale et après on passe là-dessus ça s'accélère, la tension elle monte, on dit mais mon dieu mais qui est cette silhouette. Non vraiment je vois ça j'ai des petits frissons, franchement je revois ça là j'ai des petits frissons. C'était une claque à l'époque, les cinématiques étaient juste sublimes. Moi j'ai découvert le jeu en regardant la télé puisqu'à l'époque c'était encore le médium qui était le plus utilisé avec les copains au lycée on en parlait, t'as vu la pub pour Final Fantasy VIII et en fait, on était là, on parlait du jeu, on a attendu qu'il sorte. Ma maman ne voulait pas me le prendre. Du coup, finalement, c'est une copine qui a fini le jeu, qui m'a prêté le jeu. Voilà, c'est l'époque où on se prêtait les jeux et tout. C'était fou. En fait, on a même fait un peu ensemble. C'est vraiment une époque totalement différente. J'allais chez elle, on avançait un peu dans le jeu et après, je l'ai refait toute seule à la maison parce que c'était beaucoup trop bien. Là, le combat, entre Squall et Cypher, incroyable. Enfin, pour l'époque, c'était juste fou. Les designs justement des personnages, c'est un des trucs qui m'avait beaucoup marqué à ce moment-là. Ils sont faits par Tetsuya Nomura qui a travaillé sur pas mal de Final Fantasy, Kingdom Hearts, Musashi et d'autres. Bien évidemment, en fait, je suis très très adepte de son style graphique. Il est incroyable ce monsieur. Ouais, c'est ce que j'ai souvent cette conversation sur mon stream et je dis c'est fou comment FF à l'époque les chara design étaient en avance. Ouais. Et aujourd'hui ça a l'air ringard. Et ça me fait trop mal. Parce que comme toi, moi j'ai eu FF7, 8, 9 aux années de sortie, mais j'étais plus jeune que toi, mais je les ai quand même fait les mêmes années de sortie. Super jeune, bah ouais, j'étais super jeune. J'ai fait FF7, 8, 9 en sortie sur Play 1. Et comme toi, j'avais ce truc où je me disais, déjà les cinématiques, pour moi FF c'était le meilleur jeu du monde. C'est incroyable, les cinématiques. Et les chara design, j'en parlais avec mes grands frères, je disais mais ils sont trop stylés, ils sont dans le futur et tout. Les persos sont trop stylés. On rappelle que le 8 c'est l'arrivée des Gunblade aussi. Ouais. Je crois que c'est eux qui ont ramené les Gunblade dans le paysage du jeu vidéo, qui a été repris dans plein de jeux, tu vois. Donc je te laisse continuer, excuse-moi Caro, mais ouais c'était incroyable. Mais je suis totalement d'accord avec toi, je partage totalement ton point de vue. Alors les personnages d'ailleurs ils étaient extrêmement humanisés puisqu'en fait avant ils étaient plutôt en SD, en super déformé, donc c'était aussi le premier FF où
on avait ce type de personnage-là. Et du coup, c'est pour ça que peut-être des gens comme moi et d'autres, en fait, sont un peu tombés effectivement amoureux de certains personnages en 3D. Moi, j'aimais beaucoup Squall. J'aimais beaucoup aussi Zell. Ça peut étonner beaucoup de gens. Zell, stylé. Parce que c'est le personnage. Rigolo. Mais ouais, il faisait des blagues tout le temps. Il détendait l'atmosphère et tout. Alors, c'était un peu nul ces blagues. Un peu, hein, c'est là que je me suis rendu compte que c'est pour ça que j'ai épousé mon mari. Il fait les mêmes blagues. Let's go. C'est incroyable, il y a des connexions, c'est phénoménal. Et on peut voir ici un petit peu des scènes de combat, comment c'était le tour par tour, le système finalement de FF, qui pour moi était vraiment nouveau. C'était une découverte complète, puisque du coup je n'avais jamais joué à un JRPG de ma vie. J'avais pas fait. Moi, c'était mon premier FF. C'est après celui-là que je suis allée me diriger justement vers d'autres FF. Mais du coup, celui-là, ça a été une découverte du système, de ce jeu, le RPG de manière générale, et le tour par tour, qui était donc un système intéressant parce que du coup, tu fais pas la même stratégie que si t'es en combat en temps réel. Et du coup, pour moi, c'est ça qui définissait le JRPG. Moi, je pensais qu'ils étaient tous en tour par tour et tout, que c'était une base et tout. Bon, après, j'ai compris que c'était pas tout à fait comme ça que ça fonctionnait. Mais j'aimais beaucoup aussi le fait de devoir faire des choix. Tu vois, avec un petit menu. Après, tu peux mettre également cette boucle de gameplay est intéressante parce qu'elle montre tout ce qui se passe quand tu joues à FF8 en fait. Tu es dans des combats et en fait, juste tu voles des magies. J'avais pas totalement observé, je regardais juste. C'est bien de voler dans chaque fois qu'on monte une séquence de gameplay de FF8, t'as les mecs qui volent des magies parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas du tout ce que je faisais personnellement. Mais c'est ce que peu de personnes faisaient en jouant casu et du coup ils passent à côté de tout le système de jeu. Parce que ce qui était cool, c'était d'utiliser Ifrit, etc. Tu vois, ça c'était tellement la classe avec les. Si t'équipes pas tes magies sur les bonnes statistiques, tes stats elles sont toutes pourries du début à la fin. D'ailleurs, il y avait un truc qui était vraiment effrayant quand je jouais à ce jeu, c'était en fait quand tu te baladais un petit peu en dehors du chemin prévu de la map, de tomber sur des monstres d'un niveau beaucoup trop élevé et t'espérais pouvoir cliquer sur le bouton s'enfuir quand même et réussir à partir parce que sinon tu te faisais laminer. C'était un des mes petits moments de frayeur parce que c'est pas un open world de Final Fantasy VIII, mais c'est vrai que la map se développe au fur et à mesure que le scénario se développe, que tu débloques effectivement un petit peu au niveau des quêtes, ça grandit. Mais il faut pas aller n'importe où, attention, ça peut être très très dangereux. Il y a aussi un point extrêmement important dans ce jeu qui m'a beaucoup marqué, c'est la musique. Les musiques sont... Par contre là, il n'y a rien à dire. Elle est extraordinaire. Juste masterclass, c'est Nobuo Uematsu évidemment qui s'en est occupé. Et c'était également le premier... C'était à peu près le premier Final Fantasy où il y avait une chanson pop qui était vraiment la chanson thème du film. Eyes on Me, chantée par Fei Wong. Je suis une vraie fan. J'ai le single, je vous l'ai ramené. Non. Si, parce qu'on n'est pas dans Mangation avec des mangas, mais j'ai quand même ramené des trucs. C'est incroyable. Ah ouais, on est à ce stade-là. Psych. Wow. Ça, c'est un single japonais à l'époque, dans les années 2090. Il y a un CD là-dedans. Oui, regardez, je vais vous l'ouvrir. This is real. Wow. À l'époque, les singles. Et en fait, ils se vendaient sous forme de petits CD, comme ça, des mini CD. Ça a évidemment. J'avoue, ça ressemble. Mais en fait, c'était comme ça. Voilà, petit point culturel sur la vente de musique au Japon, ça a basculé. Les singles après sont vendus dans des boîtiers cristal, mais à l'époque, ils les vendaient comme ça. Et du coup, c'est une édition, vous voyez, estampillée Final Fantasy derrière. Donc je suis très contente de cette possession. Je l'ai achetée au Japon, évidemment. Fei Wong, Eyes on Me, une chanson qui donc m'est restée beaucoup dans la tête, que je chantonne encore parfois tellement la chanson est belle et qui a une importance toute particulière dans le scénario, puisqu'effectivement, si vous avancez, vous comprendrez pourquoi cette chanson est importante. Tu m'as remis des musiques dans la tête, j'ai le démon. Parce que tu sais, moi, mon invoque préféré dans FF, je me permets, on a du temps. Oui, bah vas-y, rajoute. Mon invoque préféré dans FF, c'est Ifrit. Parce que je m'appelle Elfried. Et du coup, les petits, les neveux et les nièces, quand ils n'arrivaient pas à dire mon prénom, ils disaient tonton Ifrit. Tonton Ifrit, c'est mignon. Et comme quand j'étais gamin avec Mortal Kombat FF, c'était mon jeu préféré, comme j'avais fait le 7, 8, 9 sur Play 1, mes cousins ils me surnommaient Ifrit. Et du coup, ça c'était pour l'anecdote, dans FF8, dans la grotte caserne où tu peux te perdre dans le labyrinthe, où tu cherches Ifrit, la musique elle est extraordinaire. J'ai oublié le nom de cette musique, vous l'avez sûrement en tête. Quand vous cherchez Ifrit, la musique elle est injouable de fou. Elle a même été samplée plusieurs fois, elle a été faite en live dans des concerts de piano, samplée dans de la musique urbaine, dans du je sais pas quoi. C'est ma musique préférée du 8, je crois. Elle est phénoménale cette musique. Ah bah en même temps, oui. Mais Ifrit, ils ont tapé juste en mine de rien, quelque part, je trouve. Tonton Ifrit. Ouais, Ifrit. Oh, je vais t'appeler Tonton Ifrit. Moi j'ai refusé parce que c'est un démon, tu vois. Donc, Mais il est puissant. C'est un démon. Oui, j'allais dire, ça va, il est quand même solide. Faut être puissant, gentil. Et d'ailleurs, je rappelle avec ça, excuse-moi encore une fois, les GeForce, les invocations, t'en as beaucoup qui sont tirés du vrai folklore. Parce que du coup, Ifrit, c'est une sorte de genoun
je crois, du folklore nord-africain ou du Moyen-Orient, un truc comme ça. C'est un djinn, exactement. Ah, c'est un djinn, oui. C'est un djinn, Ifrit. Et t'en as plein comme ça, t'as Shiva, t'as machin, t'as machin. Donc toujours l'inspiration de la mythologie, une évidemment. inspiration de folklore et de mythologie, de cultures différentes. T'as Odin, chez les Nordiques. Voilà, bref, on laisse Caro faire sa chronique. Mais ça, c'est encore la preuve, effectivement, que le Japon s'inspire énormément de tout ce qu'il y a à l'extérieur pour, du coup, mélanger un petit peu à sa sauce, parce qu'il les retransforme, évidemment, fatalement. Pour des réadaptations. Il réadapte. Mais du coup, c'est toujours intéressant de voir comment il le développe. Je voulais préciser une dernière chose par rapport à la chanson Eyes on Me, qui en fait à l'époque a été la chanson de jeu vidéo la plus vendue au Japon. Ah mais ouais, quand même. C'était juste avant que Hikari de Kingdom Hearts sorte, chanté par Utada Hikaru, qui l'a détrôné. Ah oui, bah oui, évidemment. Ouais, juste après, ça l'a détrôné. Moi, un des trucs que j'avais vraiment beaucoup aimé, je sais pas si c'est le premier FF ou le premier jeu qui implémente ce genre de mini-jeu en interne, surtout pour l'époque, c'était le jeu de cartes. Il y avait un jeu de cartes intégré dans Final Fantasy VIII qui m'a rendu dingue. Je passais des nuits entières dessus. J'ai failli redoubler ma première à cause de jeux de cartes. Ah oui, ouais, non, c'était terrible. C'est la drogue. On apprend des trucs de fou sur Caro aujourd'hui. J'ai toujours été très studieuse et puis il y a eu FF dans ma vie et ça a vraiment tout fait basculer. Et j'étais vraiment, je passais des nuits. Et il fallait effectivement, vous voyez, au niveau des numéros, il faut placer stratégiquement ta carte pour qu'en fait elle soit pas retournée par l'adversaire. Donc là, très bon move de cette personne que j'ai récupéré sur YouTube, qui a bien joué parce que du coup elle va remporter la partie, un petit spoilers, mais du coup de le voir, j'ai désespérément envie d'aller rejouer. Laguna, oui, CK. tout à fait. Oh l'enfer. Avec un petit as là qui est bien puissant, tu sais que ça tu te le fais Ouais, pas. un retournable. Hein. Est-ce que vous avez aussi joué à ce jeu de cartes dans FF? Mais en fait, je comprenais rien. J'avais 8 ans moi, en 2000, tu vois, j'avais 8 ans. Ah, j'avoue. Du coup, j'y jouais, mais... Et comme je pouvais jouer qu'en vacances scolaires, fallait avancer le jeu aussi. Donc j'ai pas pu trop m'asseoir dessus, quoi, sur les J'y joue parce que c'est la meilleure façon de casser le jeu. Ah ouais? En fait, en récupérant tes cartes avec le talent de Quetzalcoatl ou je crois, tu peux désenchanter des cartes et en faire des magies. Et en fait, dès le début du jeu, tu peux avoir des magies overcrackées, genre Ultima, genre Quake, etc. D'attaque quasiment au maximum dès le début du jeu. Parce que il y a une particularité dans ce jeu, c'est que les niveaux des mobs évoluent avec ton niveau à toi. Donc en fait, tu seras jamais under ou upper level. Mais par contre, le jeu, tu peux le broyer en 2 heures. Mais juste avec le jeu de cartes. C'est un petit peu fou quand même parce que. T'es vraiment un arnaqueur. Comment tu savais ça? C'est une dinguerie. C'est moi quand j'y ai joué, fatalement, j'avais pas les solutions sur internet. Enfin, peut-être qu'il y en avait déjà, hein, mais j'étais pas allé les chercher. Si, t'en avais déjà et dans donc, les forums. Fatalement, ouais, t'avais les forums, pourquoi j'allais pas sur les forums, c'est n'importe quoi. Mais du coup, j'ai beaucoup galéré pour réussir à finir le jeu par moi-même, en tâtonnant, en cherchant, etc. Et puis à mon rythme, hein, forcément. Mais c'est vrai que c'était une expérience assez unique. J'en garde un souvenir incroyable. Et du coup, quand il y a eu effectivement, en 2019, l'adaptation en version remastered. Écoutez, j'étais un petit peu... c'était pas aussi beau que dans mes souvenirs en fait. C'était quand même beaucoup plus joli. C'était quand même beaucoup plus joli parce que j'ai retrouvé des vidéos pour faire des comparatifs. Oui. Mais en fait, c'était pas. On embellit vachement en fait dans nos souvenirs. On rend ça vraiment très beau, les designs. On se téléporte. On se téléporte. Le remaster de Dotemu est vraiment pas mal. Il est à la fois fidèle à celui de l'époque, tu vois. Et il est quand même un peu plus beau. Il est un peu boosté, ouais. Heureusement d'ailleurs, parce que quand j'ai vu les comparatifs. Super mode. Mais du coup, il est sorti en 2019 sur PlayStation 4. Et c'est vrai que ça faisait plaisir de pouvoir Je l'ai restreamé du coup. J'en ai profité. Je l'ai streamé il y a quelques années. Et c'est là que je me suis dit, c'est compliqué en fait, hein. On va peut-être essayer d'aller chercher 2-3 solus vite fait pour ne pas y passer 4 heures. Je me souvenais plus de tout, du tout. Sauf le jeu de cartes, évidemment. J'étais à fond dessus. Et du coup, derrière, je suis allée tester un petit peu d'autres FF, mais vraiment pas beaucoup. J'ai testé le 4, j'ai testé le 6, j'ai testé un peu le 9, mais je les ai jamais finis. Ça m'a pas hypé autant que le 8. T'as bien aimé le 9? J'ai bien aimé parce que ça ressemblait, ça ressemblait quand même beaucoup au 8, mais c'est un moment où... C'est un peu chibi le 9. Ouais, ils avaient changé c'est le mignon, design, franchement, je trouvais ça très mignon. Avec Zidane. Zidane, ouais. Zidane ou Zidane, ça dépend le pays. Mais là, je faisais des études supérieures après le bac et je pouvais plus. J'étais dégoûtée de plus avoir le temps, donc j'ai pas poussé plus loin. Par contre, mon mari, lui, s'est récemment plongé dans Final Fantasy XIV, histoire de rester un peu dans cet univers. Je vous rappelle que c'est un jeu qui se joue online et du coup, il m'a expliqué un petit peu.
Mais non, Tu as le jeu de cartes dans je Final suis à envie deux de jeu de doigts, cartes, je suis à ouais. 2 doigts de briser ma vie. C'est fini mon gars sûr là. Pardon, je suis désolé, j'aurais pas dû te dire ça. Je vais rejoindre mon mari en fait. Il a expliqué un petit peu du coup parce que je ne le regarde pas trop jouer, mais il stream sur mon channel Twitch, si vous voulez aller le voir de temps en temps. Il est samouraï et maître dragon dans le jeu, niveau 66. Lui en fait il adore. Lui il aime bien. Par contre il se plaint beaucoup du gameplay et de plein d'autres systèmes parce qu'il est tout le temps dans l'analyse constante. Il passe quand même un bon moment. Il y a plein de trucs qui sont très intéressants. Rester dans l'univers de Final Fantasy finalement aussi, c'est ça qui est beau. En un sens. Et petite précision, vraiment petite cerise sur le gâteau, c'est j'ai découvert qu'il y a une autrice de manga qui s'appelle Hirasawa Sensei, qui donc est l'autrice de Terrarium, dont tu avais parlé d'ailleurs dans Manga oui, Sûr, bien sûr. Très bien, qui est Terrarium. très fan de Final Fantasy XIV, puisque de temps en temps elle passe sur mon stream quand mon mari est en train de jouer à FF et elle lui donne des conseils. Elle parle en japonais. Et en fait, je crois qu'elle utilise un système de traduction Ok. instantané parce qu'elle écrit dans un français impeccable. Mais normalement, j'ai pas souvenir qu'elle ait dit qu'elle. Je vais repasser sur le live pour lui parler alors. Ah mais carrément. Le Terrarium, j'ai failli lâcher une larme. Ah mais Et il est j'ai- incroyable. Terrarium, Et j'ai jamais pleuré devant un manga. Hein. Enfin, Purée. jusqu'au Terrarium, aujourd'hui. c'est incroyable. Il est très Mais c'est vrai puissant. que Terrarium, quand je le lisais, j'étais très triste. En fait, il n'y a pas de. C'est T'as pas le droit au très bonheur dans prenant. Terrarium. Ah non, non. T'as pas Ah le non, droit non, ça au n'existe bonheur. pas, frère. Mais c'est bien écrit. C'est C'est pas en très mode bien écrit. de la violence pour de la violence, du Non. machin. Non, c'est l'histoire, l'environnement. C'est très touchant et ça prend direct au trip. Et c'est vrai que quand je lisais des tomes, j'étais très triste. Et c'est très court, c'est 4 ou 5 tomes d'ailleurs. 4 tomes à 4, c'est peine, ça. effectivement. C'était à chaque fois que je lisais le tome, ben, En plus, qu'est-ce que c'est beau. je voulais dormir après quoi. Ouais, non, Ok. c'est Je voulais très plus beau. rien faire. Hirasawa Yuna, incroyable, qui est actuellement en train de bosser GG. sur un nouveau manga. On espère que il arrivera chez nous également. Merci beaucoup. Merci, Merci, Caro. Caro. Voilà Final Fantasy 8. N'hésitez pas. Quel est votre FF préféré, bien entendu. Dans le chat, ça peut vous faire discuter pas mal. On va enchaîner avec la deuxième partie de l'émission. On va parler d'adaptation jeux vidéo, de manga et d'animé. C'est parti. Bonjour, oui, on est là, impeccable, on est ici, très bien. On va parler un peu d'adaptation de manga et d'animé en jeux vidéo. Et je vais commencer avec un cas d'école. Un cas d'école puisque le jeu dont je vais vous parler est un jeu vidéo à la base qui a été adapté en manga, qui a lui-même eu 2 versions animées et qui va être réadapté en jeu vidéo. Mais du coup, un portage de l'animé en jeu vidéo, là où le manga est une interprétation de l'univers du jeu vidéo. Ce manga, c'est Dragon Quest Dai no Daiboken, l'aventure de Dai. Toriyama. Dragon Ah ouais, Quest, mais là, c'est. évidemment, légendaire. comment ne pas en parler quand on parle de jeux vidéo japonais. Je vous rappelle que c'est la licence qui décrète un jour férié national, le jour de sortie, afin de pouvoir permettre à tout le monde d'aller acheter sa copie. C'est vrai ça Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, en effet, on disait oui, ok, Dragon Quest sort, on sait de toute façon, tu vas pas venir au taf, voilà, va faire la queue à Akihabara, nous fais pas suer, va prendre ta copie de Dragon Quest, et ensuite après, on en reparlera, mais c'est vraiment un phénomène de société avant beaucoup d'autres phénomènes que l'on connaît peut-être aujourd'hui. Bien, Dragon Quest, l'aventure de Dai, c'est terminé en animé sur Ouais, Crunchyroll tout à fait. d'ailleurs, si jamais vous voulez voir. Incroyable. L'animé, donc Ouais. qui est l'animé de Fly remasterisé, a été une relecture complète de l'ensemble du manga, là où le premier animé n'était jamais allé jusqu'au bout du manga, celui-ci va au bout du manga. Qu'est-ce qu'il était bien cet anime. Et l'animé est vraiment d'une qualité assez incroyable. C'est Par un contre, la Toei, monument. Franchement, la Toei a fait un bon taf. C'est un monument vraiment du shonen manga. Il faut absolument, je pense, avoir soit lu, soit vu ce manga. Mais si jamais ça vous casse les pieds de lire ou de regarder l'animé en intégralité, eh bien, sachez que le jeu va être adapté en jeu vidéo. Le jeu s'appellera Infinity Strash, donc Dragon Quest, l'aventure de Dai, et reprendra ni plus ni moins la totalité de l'histoire
de Dai no Daiboken. Donc vous jouerez Dai, le personnage principal, qui va parcourir l'ensemble des arcs du jeu avec son premier grand combat contre le maître des bêtes, Crocodile, qui sera son premier adversaire épique ici, jusqu'à rejoindre évidemment la partie. Comme tout bon shonen, les méchants deviennent gentils pour ensuite affronter l'empereur Verne, l'empereur du mal, qui veut détruire évidemment le monde. Entre Power Up et Action RPG, comme vous pouvez le voir, le jeu a quand même l'ambition de devenir un jeu d'aventure qui retrace l'exactitude de l'animé. Et ça, c'est vrai que c'est assez, c'est assez rare pour pouvoir le signaler, même si on pouvait citer des Dragon Ball Kakarot, mais qui incrémente un peu de remplissage finalement l'histoire de Dragon Ball au milieu de tout ça. Il y a assez peu. One Piece n'a jamais vraiment connu son histoire d'arc en arc du début à la fin. Il faut prendre des bouts d'arc dans les One Piece Warrior. Voilà, c'est ça. On va dire très édulcoré. Là, la volonté, c'est vraiment d'avoir la vraie histoire du jeu retranscrite dans un jeu d'action RPG complet. Donc voilà, le jeu est très attendu, sortira sur PS4 et PS5. Il n'est pas encore sorti? Non, il n'est pas encore sorti. C'est Bandai? C'est ouais. Il sort quand? Il sort en janvier, février? Ouais, c'est ça, début d'année prochaine. Parce que janvier, il y a déjà One Piece Odyssey sur Play. Oui. Et ok. Là, le jeu, il m'a parlé. Les séquences que tu m'as montrées là. En vrai, de tous ceux qui ont pu le tester du coup au Tokyo Game Show notamment, les gens disent écoute, c'est vraiment pas mal. Si les cinématiques en plus tiennent le coup et que ça retrace vraiment toute l'histoire de Dai, c'est vraiment assez exceptionnel. Voilà. Vous en parlez parce que le jeu va arriver je pense, d'ici pas très très longtemps, et je pense que ça peut faire partie des bonnes surprises, parce que franchement, je vais pas vous mentir, on est souvent pas servi quand il s'agit d'adaptation d'animé en jeu vidéo. Là, on reprend les planches du manga, on a les mêmes attaques dans le manga, on a la mise en scène, et surtout, on a un jeu scénaristique qui retrace le scénario du jeu avec tous les moments épiques, comme on voit ici. Là, le moment où Dai va perdre sa raison en rencontrant Baron, juste en face de lui, le fameux chevalier dragon. Bref, tout y est, et je pense que tous les adversaires du scénario original y seront. J'espère que la totalité, en tout cas de l'histoire, y sera, parce qu'il y a vraiment moyen de faire des DLC, tant il y a des arcs scénaristiques à ramification dans ce jeu. Voilà en tout cas pour ça, PS4, PS5, ça arrive bientôt. Infinity Strash, Dragon Quest, oui. C'était mieux animé que Seven Deadly Sins en fait, non? Oui, Seven Deadly Sins fait partie, on va dire, des grosses déceptions d'adaptation aussi. Ça, c'est bizarre que ça vienne de moi. En fait, je voyais les images, j'étais là genre, ça me rappelle trop le trailer que j'ai vu, mais c'est même mieux. De ouf. En tout cas, bon espoir justement là-dessus. Caro, tu voulais nous parler peut-être de ce qui est la plus grande masterclass de portage d'une licence en jeu vidéo, Dragon Ball Fighters. Mais tout à fait, sorti en 2018 par Arc System Works, qui a fait donc Guilty Gear, qui a fait Grand Blue Fantasy. Enfin, ils ont fait vraiment pas mal de jeux. Ils ont aussi fait Dragon Ball Z Extreme Budoden, qui est sorti en 2015. Et en fait, ce jeu, je me rappelle qu'il est extrêmement attendu. Je me rappelle de toute la tension autour des annonces de sortie. Il y avait une bêta d'ailleurs, une bêta fermée qui avait été mise en place un petit peu avant la sortie officielle. J'avais réussi à avoir une clé, je l'avais testé, je l'avais streamé en live. Je sais plus si on avait été si nombreux que ça pour pouvoir en avoir, mais il y avait quand même pas mal de gens qui streamaient à ce moment-là. Et comme j'avais pas de PlayStation, mon frère il est venu à la maison. Il a ramené la PlayStation et puis en fait on a streamé ensemble, et c'est lui qui a fait le stream en fait à ma place quasiment, parce que c'est lui qui gère les jeux de combat dans la famille, et puis surtout il a pu tester puisqu'il a eu quasiment tous les jeux Dragon Ball aussi avant. Du coup il était vraiment en mode analyse et tout. On a un ami d'enfance aussi, enfin c'est vraiment, il y a un côté très familial pour moi, puisque Dragon Ball, j'ai grandi avec la licence de l'animé, fatalement. Il y a le manga qui est arrivé derrière, mais du coup, c'est vraiment très lié à vraiment toute ma vie. Et du coup, d'arriver à ce niveau de maîtrise, on a des graphismes, ils sont phénoménaux. Les mouvements, les combats, les attaques, elles sont reproduites d'une manière extrêmement réussie. On est vraiment dedans, c'est tellement beau. C'est au case par case du manga, c'est abusé. Littéralement. Mais tu sais que quand moi j'ai joué contre des inconnus sur internet, et ben j'étais en mode, mais tuez-moi, c'est pas grave, c'est tellement beau, c'est beau. J'étais là genre, je pose la manette, il m'a détruite, mais c'est très joli. Caro, la seule personne sur Terre qui est en mode, allez-y. Cassez-moi la tronche. Parce que je venais pas forcément pour le fight, je venais pour la beauté. Non mais
Ce jeu est vraiment fou. Hein. Et j'ai été vraiment très très bien servie. Regardez comment c'est incroyable. Vraiment très 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 beau. Avec son système où on joue en 3 par 3, on constitue une petite équipe. Mais je crois que toi, c'est celui qui maîtrise le mieux, évidemment, ici, mon cher Eza. Tu joues un petit peu. encore beaucoup à Fighters. Et c'est un jeu, justement, qui est encore actuellement très d'actualité. Il est loin d'être terminé. Il y a eu même des... comment on appelle ça, des patchs, des mises à jour, merci des saisons. beaucoup. Il y a des patchs constamment pour pouvoir améliorer le jeu encore et encore. Mais du coup, c'est toi qui maîtrises vraiment le game. C'est ça. Le jeu est vraiment excellent, comme tu dis. On a les artisans du jeu de combat, c'est-à-dire Arc System, qui font des animations à la main en 2D au millimètre près. C'est pour ça d'ailleurs malheureusement qu'on n'a pas de costumes différents dans le jeu. Là où beaucoup de gens se demandaient pourquoi on n'avait pas de costume. Contrairement à un jeu comme Xenoverse, Xenoverse sont des sprites 3D assez faciles à faire comparé à ce qui est proposé par ici. Donc voilà, on a la fidélité, on a aussi ce qu'on appelle les dramatic finish, qui sont des scènes de fin de combat tirées de l'anime, enfin de l'œuvre du manga, entre deux personnages. Par exemple, je sais pas, Piccolo et Nappa, Shin Gohan et Cell, Goku Super Saiyajin et Kid Buu. Quand il met le Genki Dama, après à la fin il lui dit au revoir, tout ça. Donc voilà, il y a pas mal de trucs, il y a pas mal de scènes. Il y a Beerus et Goku aussi, Goku bleu, tiré du film Dragon Ball Z, l'arrivée de Beerus. Donc ouais, en vrai c'est pas mal du tout, que ce soit au niveau casu ou au niveau compétitif, parce que du coup moi j'ai fait de la Toi, c'est en compétition dessus. Évidemment. J'ai fait beaucoup de tournois dessus, aujourd'hui j'ai arrêté les tournois, je suis commentateur dessus. Mais c'est vraiment cool, on a aussi du coup une histoire originale, j'ai pas trop kiffé l'histoire, mais l'histoire nous a apporté du coup un nouveau personnage, Labcoat, donc Android 21. Et du coup, sa forme Magine, C21. Donc c'est des personnages hyper stylés et je pense qu'un jour ou l'autre, elles seront canonifiées, c'est-à-dire peut-être mis dans la série Dragon Ball Super ou autre, parce qu'elle fait plaisir. C'est possible, d'autant plus que le jeu s'appelle Fighters, donc tu pourrais penser que c'est une adaptation de Dragon Ball Z l'animé, mais en fait il reprend vraiment Ball au général. Dragon Ball au général, puisque tu as Dragon Ball GT qui est aussi à l'intérieur. Moi il y a Gogeta 4, il me semble, de Dragon Ball GT dedans, Kid Goku, il me semble, il est aussi Kid Goku dedans. Et du coup ils ont mis le costume de DBGT, mais ils ont mis un mix de son gameplay entre Dragon Ball et Dragon Ball GT. Ok. T'as le Rock Paper, t'as le pierre-feuille-ciseau, t'as le bâton magique, t'as les machins et tout. Et tu as Dragon Ball Super avec les personnages de Dragon Ball Super. D'ailleurs, c'est eux qui ont accompagné un peu plus, notamment Gogeta Blue, qui est vraiment, tu vois, la version Dragon Ball Super, et Gogeta 4 et la version Dragon Ball GT. Voilà. Préférez-vous l'une ou l'autre, je ne sais pas. Ça sera toujours à vous. C'est J4 tous les jours, frère. À vous désolé. C'est J4 tous les jours. Quelque part. C'est vrai que deux visions un peu différentes du Final Kamehameha, mais oui, tu peux affronter les deux comme ça dans les univers parallèles, ce qui veut rien dire du tout. Et tu as quand même des dramatic finish originaux de ces deux persos. Tu vois, ça, c'est une scène qui n'a jamais existé dans la vraie vie d'aucun animé. C'est dans le jeu, ce que vous voyez là. C'est pas juste monté pour le trailer. Vous pouvez la déclencher dans le jeu, cette scène-là. Ce qui est assez incroyable. Assez ouf en termes de qualité d'animation. Et voilà, tu as tout en full 3D, ça pour faire manger un peu les mots de tous ceux qui n'aiment pas la 3D dans les animés. Quand c'est bien fait par Axis comme ça, t'en manges tous les jours de la 3D. Dragon Ball aussi, évidemment, puisque ça fait partie des licences qui a été le plus adapté de toute façon en jeu vidéo de toute l'histoire, avec un autre jeu de combat qui t'a marqué, toi, Reza. On va parler de Budokai 3, le jeu fourre-tout. Voilà, Budokai 3, c'est exactement. C'est le jeu où pour moi, c'est le jeu le plus complet Dragon Ball. Tu vois, c'est-à-dire que moi j'ai fait ma petite tier list, Dragon Ball Fighters pour le côté compétitif, c'est un peu le Marvel vs Capcom 2 voilà, de Dragon Ball. Exactement. Budokai 3, vraiment, voilà, faut savoir qu'il sort à l'époque en 2004. Déjà, c'est la meilleure intro d'un jeu DB, pour moi, personnellement, de manière subjective. La musique est extraordinaire, l'animation est au poil, pépite. Cet opening. Cet opening qui aura marqué plusieurs générations. On a tellement bien mangé, le jeu sort sur Play 2 en 2004. Une version HD sort par la suite en 2013 sur PlayStation 3. En tout cas, c'est du lourd. On a tout ce qui se fait à l'époque. Déjà, on a un vrai mode histoire qui reprend le jeu. Tout à l'heure, on parlait d'un mode histoire qui reprend l'anime, le manga. On parlait d'un mode histoire qui reprend le manga. Budokai 3, il te le donne. Dans Budokai 3, tu commences dans Dragon Ball Z et tu vas jusqu'à au perso de GT. C'est-à-dire que le jeu va prendre toute l'histoire de Dragon Ball Z et après tu auras des sortes de missions annexes où tu vas affronter les persos des OAV, tu vas affronter Broly et compagnie, et des missions où tu vas affronter les persos de GT et tu vas réussir à débloquer quand même Lee Shenron et autres.
on a un gameplay 2 3D, donc ça fait un peu penser genre à du Tekken et tout. Tu peux tourner autour de l'adversaire. Ils font un peu un truc assez unique à eux. Donc le mode histoire s'appelle le Dragon Universe. Dans le Dragon Universe, t'as aussi le détecteur de boules de cristal. Donc dans chaque île où tu te passes, tu vas chercher des boules de cristal pour à la fin du mode histoire faire un vœu. Donc déjà ça va te permettre de faire plusieurs fois le Dragon Universe, parce qu'à chaque fois que tu fais Dragon Universe, tu dois le refaire avec d'autres personnages et 2 fois minimum par personnage. T'as aussi des trucs secrets que tu peux débloquer. Dans les vœux, tu peux débloquer Percé pour ton personnage, qui est une capsule de jeu où tu peux débloquer d'autres vœux. Sur le jeu, voilà, on a ces modes là, les super. On parlait des super tout à l'heure, donc t'as ça, c'est une sorte de pierre-feuille-ciseau aussi, où t'appuies un bouton au hasard, l'adversaire appuie un bouton au hasard. Celui qui gagne continue, celui qui perd arrête tout. On peut aussi le faire pour les Potara ici, pour fusionner, on peut les détruire ou réussir la fusion. On a les grosses super level 5, qui sont pour moi, entre guillemets, les plus fidèles, parce qu'on a tout ce qui est destruction de la planète, on a la vraie couleur des attaques, on a tout ce qui va avec. Même si on reste sur du 2004, où un DBFZ va être plus bon en 2018, par exemple la super de Broly, son meilleur format c'est dans Budokai 3. J'invite les gens à aller la revoir s'ils ont oublié probablement. Le système de combat nous permettait d'équiper des capsules sur les personnages qui fait un peu, on va dire un petit côté RPG. Tu débloquais les capsules en faisant le mode histoire, en allant les acheter ensuite et tu pouvais les équiper. Tu avais certaines attaques, certaines transformations. Et quand tu avais tout à la fin avec les vœux et tout ça, tu peux voir ce qu'on appelait percé qui te permettait de tout mettre d'un coup. Tu pouvais mettre les fusions, mais les fusions, il fallait les désactiver en plein match. Donc quand tu faisais la fusion avec la Potara, comme on a montré tout à l'heure, tu appuyais un bouton au hasard. Ouais. Si tu faisais la fusion avec la danse, tu vas appuyer une suite de boutons, comme dans Yakuza pour le karaoké, pour réussir la danse de la fusion. Et si tu ratais la fusion, comme dans les OAV, par exemple avec Gotenks, tu avais le gros Gotenks ou le Gotenks tout maigre. Tu vois. Donc tu avais vraiment toutes les références du manga. Et j'invite les gens à regarder un reportage, je le fais très rarement, puisque c'est une chaîne que je consomme pas du tout aujourd'hui. Game One, à l'époque, ils faisaient des reportages incroyables, à moitié des années 2000. Ils étaient partis au Japon, avaient réalisé un reportage chez Jim's pour le jeu. Ah ouais. Et du coup, ils avaient parlé à la personne chargée de l'animation et autres. Et la personne chargée de l'animation avait dit « J'ai rien fait par rapport à l'anime, j'ai relu 2 fois le manga d'affilée et j'ai commencé à bosser. » Donc t'as toutes les rêves, t'as tout ce qu'il faut pour l'époque. Pour les sound effects, t'as tout ce qu'il faut. Quand tu fais double Kamehameha en même temps, tu tournes ensuite l'analogue. J'en parlais avec les manettes de Play 2 dans ma chronique sur JDH où on a arraché les caoutchoucs. Bref, il y avait pas mal de trucs encore une fois. À la fin, quand tu finissais tout, tu débloquais l'arène souterraine, qui était un autre mode RPG où tu affrontais des niveaux d'un certain niveau qui avaient plus de vie, plus de force que toi. Et tu pouvais t'entraîner à monter tous tes persos niveau 100. Bref, il y avait vraiment de quoi faire 3-4 000 heures de jeu sans mode en ligne sur Budokai 3. J'y ai joué pendant à peu près 4 ans. Puisqu'après 2004, t'as Tenkaichi 1, 2, 3 qui sort, plus Shin Budokai 1, 2 sur PSP. Malheureusement, j'ai pas été trop fan des Tenkaichi, je les ai tous faits quand même. Mais ce qui se passait, c'est que je faisais Tenkaichi 1, je repartais sur Budokai 3. Tenkaichi 2 sort, je fais le jeu entièrement, on dose un peu, je repars sur Budokai 3. Ainsi de suite pour le 3. Shin Budokai, c'était pas mal aussi. Shin Budokai, j'avais adoré. Bon, là, fallait prendre qu'un seul jeu, mais j'en ai parlé plein de fois de Budokai 2 et tout sur mon stream personnel. Et non, Kyunshin, je peux pas parler de ce que tu me demandes sur le chat, malheureusement, sur ce stream. Donc voilà, en tout cas, Budokai 3 pour moi, c'est incroyable. C'est possiblement mon jeu Dragon Ball overall préféré, Fighters étant mon jeu de combat préféré, mais bref les deux pour moi c'est du 19 sur 20 minimum. Moi ce qui me fait kiffer aussi, c'était incroyable. Tous les mini-jeux des chargements. Au moment où tu fais pop les chaînes, les Sabaiman et tout. Oh, frère, ça c'était... C'était quoi? C'était Gohan qui retirait l'épée sacrée ou des trucs comme ça? Ça c'était dans un autre DB, c'était pas dans le 3. Mais je sais plus, dans Budokai 2 ou peut-être dans Infinite World, je sais plus. Mec, ça, mais... Dans Budokai 3 c'était les Saibamen. Ça me faisait taper des gigantesques barres à chaque fois. Ça, je pense qu'il y a beaucoup trop de sticks de PS2 qui sont morts à cause de ce mini-jeu. Les analogies, le caoutchouc a sauté clairement. Moi, je pouvais pas jouer à ces jeux-là. En fait, j'ai trop pris les trappes à l'époque de la PlayStation 1 des jeux Dragon Ball. Et franchement, sur Play 1, ils sont mauvais les jeux Dragon Ball sur Play 1. Ken. Franchement, Dragon Ball, sur PS, à vrai, sur PS2, je jouais à des jeux de combat. J'étais sûr que c'était fini. Street Fighter 3, KOF 11, tu vois. Enfin, des jeux. Les classiques qu'on connaît aujourd'hui. J'avais pas peur, tu vois, Tekken ou des jeux comme ça. Oui, Tekken 4, Tekken Tag 1, Tekken 5. À chaque fois, je me disais, de toute façon, tu vas prendre un trap. Ils vont m'arnaquer avec ces jeux-là. Bah malheureusement, t'as loupé, il n'y avait pas d'arnaque. Il y a même encore des tournois aujourd'hui. Récemment, j'ai commenté sur ma chaîne un France versus USA Exhibition sur Budokai 3 en ligne. Donc voilà, la communauté dose toujours. En côté casu, le jeu est encore très beau. Il y a la version HD en 720p sur Play 3 qui est disponible, 60 FPS, qui fait plaisir. Il y a une très très bonne courbe d'apprentissage. Il y a des tutos de la communauté sur YouTube si vous voulez apprendre à jouer au jeu compétitivement ou en savoir plus. En tout cas, c'est toujours très très lourd et moi, j'y joue encore. Il y a clairement tout ce qu'il faut pour jouer encore, clairement. Et bien voilà, qui a marqué un peu. Ça t'a marqué toi, Bitel? Ah mais mec, en fait moi il faut savoir. Moi j'étais ultra fan et franchement, j'arrive
en tant que joueur de jeu de combat traditionnel, j'arrive pas à jouer à ça. Franchement, c'est. Bah, en fait, Je trouvais ça trop genre, nul en fait. Moi, dis-toi que Parce moi, que tu savais pas jouer. moi, je l'ai plus vu d'un œil Franchement, d'enfant. en tu vois. termes de mouvement, de C'est- non, mais sensation, de système de C'est jeu. exactement ça. C'est Il comme n'y avait en fait, aucun équilibre dans le jeu. si le jeu est équilibré, parce que le jeu est joué compétitivement sans aucun ban, alors que je te rappelle qu'on a des jeux aujourd'hui, on a des personnages bannis, tu vois. Donc c'est encore une fois, je pense que c'est plus de la désinformation et surtout Budokai 3 quand tu sais pas jouer, le jeu est pas ouf. C'est comme Mortal Kombat X, si tu sais pas jouer, le jeu est pas ouf parce que tu sais pas qu'il faut faire la Frère, course, tu sais pas qu'il faut mettre la course, tu sais pas qu'il faut cancel, tu sais pas qu'il faut machin et quand tu mets un gameplay de quelqu'un qui sait pas jouer MKX à côté d'un gameplay d'un mec qui sait jouer, c'est deux jeux différents et c'est totalement le cas pour Budokai 3. Je savais pas jouer à 7 ans, j'en avais strictement rien à battre. Hein. Oui, non, je Et parle on pour quelqu'un s'éclatait qui de était fou, un peu hein. plus vieux et du coup qui jouait à KOF. Et que le moment ça, où moi tu j'ai vois. compris qu'il fallait mettre les capsules pour passer en SSJ3, C'était t'inquiète, suffisant hein, pour c'était toi. fini. Hein. Let's go. Tout ce qu'il fallait, mon gars. Ah non, ça c'était incroyable. Ouais, Là j'avoue. pour B3. Mais je te dis, J'avoue. moi, c'est plus parce que je l'ai vu d'un œil d'enfant que j'ai. Mais en vrai, je jouais à des jeux adaptés de licences comme ça, mais à l'époque Il y en PS2, avait je plein jouais au sur PS2. Naruto, Narutimate Axel. Dans Ultimate Axel, ouais, sur Play, il y avait. Je jouais à ça. On avait les Senseiya. Senseiya était un peu schnaps, mais ça te permettait de refaire Senseiya, l'histoire. c'était vraiment nul. On parlait exactement, on parlait de refaire l'histoire. T'avais Senseiya 12 maisons et Senseiya Hades qui étaient sortis par la suite sur Play 2. T'as eu énormément aussi d'adaptations de mangas qui sont pas sortis en France sur Play 2, qui sont sortis qu'au Japon. Bah, One Piece, il y en a plein. One Piece, Baki surtout. T'as le Baki au Japon sur Play 2 qui est jamais sorti en France, d'ailleurs qui ne s'appelle pas Baki. Et t'en as encore d'autres. Bref, c'est l'époque, on va dire un peu le prime de Dims qui s'occupait de la majorité des adaptations de mangas en jeu de combat sur Play 2. Il y en a une flopée, n'hésitez pas à aller voir sur internet, c'est vraiment cool. Merci beaucoup Reza et on termine avec Bitel et bien. Et moi, je vais pas parler d'un jeu vidéo. Moi, je vais parler Non. d'un manga basé sur un jeu vidéo. Ah ouais, le manga Monster Hunter. Le manga Monster Hunter. Enfin, maintenant, il y en a plusieurs, mais je vais vous parler de celui qui a été le premier et qui a amené eh bien, l'envie du côté de certains mangaka de refaire des mangas dessus. On va parler de Monster Hunter Orage. Et pourquoi j'en parle ? Parce que ça a été fait par un mangaka qu'on connaît tous ici. C'est Hiro Mashima qui a fait ce manga. Donc celui qui fait Fairy Tail, hein, pour te donner l'info. vu. Rave. Et en fait, donc du coup, Pika avait sorti ça à l'époque. Et Mashima nous avait régalé de Monster Hunter Orage, manga en 4 tomes. Donc vous pouvez voir directement une Raciane indirectement sur. On peut voir qu'il l'a fait après Rave, hein. C'est Oui, très réussi. oui, non, il l'a fait après Rave. Hein. C'est vraiment, c'est pile poil entre. Enfin, c'est pendant Fairy Tail qu'il l'a fait. Ah, il l'a fait pendant Fairy Tail. Vraiment, ok. il l'a fait pendant Fairy Tail. Et je voulais parler de ce manga parce qu'en fait, déjà, honnêtement, c'était un bon manga. C'est un bon 4 tomes. Il y avait vraiment ce qu'il fallait pour, en tant que fan hein, de Monster Hunter, tu te régales. Et au-delà du fait que Mashima, oui, il y a du fan service, je suis désolé, mais les dessins. Ça reste quand même une petite dinguerie du côté de Mashima. Et clairement, quand tu dois faire Oui. des Ratalos, des Racianes et tout ce genre de bazar-là, Oui. on va pas se mentir que ça régale. Et t'avais clairement ce genre de page-là qui était quand même C'est plutôt évident que c'est un somptueuse. gros fan de Monster Hunter, Mashima. Ah, c'est un gigantesque évident. fan. Il est ultra fan de Monster Hunter. Et c'est pour ça que... en fait, il faut savoir que c'est lui qui avait démarché Capcom pour faire le manga. Tellement il est fan de la Bonjour, licence. j'ai fait Fairy Donc, Tail, vraiment, venez. le truc J'imagine était un trop. petit peu... était assez fou. Et en vrai, ce manga-là a permis derrière eh bien, à d'autres mangaka de faire des trucs avec Monster Hunter, puisque t'as 4 séries au total. Ça, c'est une magnifique double page où tu vois d'ailleurs que le héros, Shiki, est totalement un grand main double lame et qu'il affronte une Raciane là-dessus. Et en fait, tu vas voir donc du coup Shiki au fur et à mesure du temps évoluer évidemment pour aller tuer un dragon légendaire qui le hante depuis fort longtemps. Puisqu'en fait il récupère le rêve de son maître et pendant son voyage il va rencontrer eh bien, la fille de son maître et avec qui il va tout simplement mener toute une enquête pour atteindre ce dragon légendaire et évidemment récupérer ses composants afin de faire l'armure ultime et les doubles lames ultimes également. Alors évidemment attention, hein, c'est quand même c'est librement inspiré, tu as vraiment des trucs que tu n'as dans aucun Monster Hunter, tu as des monstres qui n'existent pas. Ah, t'as des monstres qui n'existent il pas. a fait un monstre exclusif sur Ok. son manga qui n'apparaîtra jamais, mais qui servira à certains concept arts. Puisque c'est notamment, en fait, c'est un dragon autour des cristaux. Et ce truc-là va être repris sur différents dragons et wyverns par la suite. Donc il y a eu quand même vraiment ce petit truc assez cool. Et franchement, c'est pas non plus la meilleure histoire qui va évidemment te transporter sur 12 milliards d'années, hein. Mais voilà, c'est un petit manga sympathique
qui quand même marque l'impact qu'a eu Monster Hunter au Japon, puisque c'est quand même 4 volumes, ça s'est bien vendu là-bas. Il y a eu quasiment 500 000 ventes sur 4 volumes. C'est vraiment très honnête hein, pour un manga comme ça, basé sur un jeu vidéo. Donc on apprécie fort et je voulais lui donner un petit peu de force parce que malheureusement c'est un dessin qui est... Enfin c'est un manga qui malheureusement n'est plus publié aujourd'hui en France. Pika a arrêté la commercialisation. Ah, donc, s'il vous plaît, d'accord. Pika, Il l'avait mis. coffret, En numérique, histoire sinon. de... En numérique, c'est bien aussi. Voilà. C'est vrai, c'est Pika qui publie quasiment toute son œuvre en vrai. Oui, Mais il n'y a Mashima, que Rave en fait qui est resté chez J'avoue. Glénat. J'avoue. C'est eux, ouais, ils ont eu le premier. Ils ont eu le premier, la première grosse œuvre de Le meilleur. Mashima. Hein, de quoi Ouais. Hein, Rave. Non, j'ai rien dit. Franchement, Qu'est-ce que tu dis? ça aurait été super bizarre qu'ils aient One Piece et Fairy Tail, on est d'accord? C'est trop ça aurait été chelou, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Il me régale. Ouais, enfin déjà ils ont One Piece et Dragon Ball. Bah, Ah, Bleach. Et Bleach. On va dire Bleach, que. ouais, c'est une Et dinguerie Bleach. en vrai. Hein? C'est une dinguerie en vrai. Ils ont One beaucoup trop Piece, de trucs, hein. Bleach Une et, trinité Dragon intéressante Ball. Ouais, mais déjà. c'est des- Évangélion. Des mangas C'est qui bon. C'est vrai qu'ils ont Evangelion. C'est n'ont que pas des grand chose à masterclass. voir les uns avec les Ils ont autres. Tokyo Ghoul. Enfin, Ils ont ça Tokyo, va, ouais, hein, ils ont des trucs. Ils ont ce qu'il faut, Glénat, en vrai. Hein. Ouais, il y a matière. Il y a matière. Oui, complètement, il y a totalement matière. Mais écoutez, je connaissais pas ce Monster Hunter. Y a-t-il Sérieux des... Ouais, non, Ah bah, je te filerai les tomes, en vrai. j'avais jamais regardé. Y Je te a-t-il filerai les d'autres jeux comme ça adaptés de mangas qui vous ont marqué comme ça, que vous avez vraiment dosé longtemps après ça? C'est pas adapté de manga, mais c'est dessiné par un mangaka. Blue Dragon. Ah oui. Blue Dragon. Ah, Bah, Blue Dragon, c'est Toriyama. Toriyama. Ouais. Blue vrai. Dragon, pareil, je découvre au pif, magasin de jeux vidéo à l'époque. Je crois, c'est quoi? C'est 2007-2008 à peu près. Et j'ai fait le jeu comme ça. Donc les designs étaient super beaux. Les mecs, ils avaient une ombre et dans leur ombre, il y avait leur dragon Ouais, derrière. c'est ça, c'est un stand de RPG, dragon. tour par tour, tout va bien, on y va. Donc ouais, c'était super cool Blue Dragon en vrai. À l'ancienne, Caro. Moi, c'est plutôt les trucs un peu niche. Il y avait une licence qui s'appelait Uta no Purin Sesama, qui est un visual novel qui a été développé sur PSP. Il y a eu plein de jeux différents pour continuer cette licence. Il y a eu un animé, plusieurs saisons d'animé qui ont été disponibles sur Crunchyroll, il me semble. Moi, je jouais beaucoup à la version sur smartphone, car c'était un jeu de rythme, c'était un jeu musical. Et du coup, Uta no Purin Sesama, c'est des beaux gosses qui sont genre des idoles au Japon. Et bien, il faut bien mettre tes doigts sur le bon endroit dans la partition, on va dire, entre guillemets, pour pouvoir avoir un maximum de points, et ça va vite. T'as le mode expert, moi j'adorais. Voilà. Ouais, dans la série, on cite pas mal Azuras Wrath, très bien sûr. dur à dire, Azuras dans Wrath. Persona, Wrath. Tales J'ai of déjà fait une chronique sur Lost Manga d'ailleurs sur le jeu. Odyssey, Ouais. tout à fait. Et moi, Vitel, toi c'était les jeux Bleach. Les jeux Bleach sur Ah, PS. j'avais Ah, vu les jeux Bleach. Oui, il y a eu Qui étaient beaucoup de jeux Bleach. monstrueux. Il y avait une quantité de choses à faire dessus qui était vraiment très cool, puisqu'on était arrivé à ce moment-là, on était arrivé à la fin Aizen. Donc vraiment, tu avais déjà quand même des persos bien énervés, mais malheureusement, on les a jamais eu en France. Ouais, je pense qu'un des jeux, enfin, outre les jeux Saint-Seiya, mais c'était vraiment pour le fanservice, je pense qu'un des jeux auxquels j'ai plus joué adapté d'animé, c'est le jeu Hokuto no Ken, hein, Fist of the North Star, Arc System. Avant de sortir Dragon Ball Fighters, ils avaient adapté Hokuto no Ken, donc Ken le survivant, en jeu vidéo de combat. Et c'était, pour l'époque, aussi complètement visuellement fou. Alors, c'est un jeu de commande qui n'a jamais eu vraiment de suite, il n'y a pas beaucoup de personnages à l'intérieur, mais le jeu reste assez barré, assez exceptionnel. Ouais, c'est vrai qu'on avait à l'époque de la PS2, on avait beaucoup Développé joué. de jeu, ouais. Ah, T'avais plein de trucs. Il y a eu des trucs Yu-Gi-Oh! Il y en a eu plein. Une des autre bails comme licence, ça. mais c'est pas un manga. Mais on nous vend ça comme un manga à la base, c'est Tales of. Les Tales of. Bah après Tales of mais ouais, aujourd'hui. c'est ça, c'est ce que j'avais dit, hein. Même si c'est pas des mangas, c'est des Tales jeux. of, c'est un peu. T'as lissé l'impression, ouais, et- c'est un peu et des du coup, j'ai fait mangas le dernier, en Tales jeu of vidéo. Arise, Tout sorti à sur fait. PlayStation, incroyable. Après il y a des Tales of qui sont dérivés en animé aussi. Ah. aujourd'hui, tu vois, donc du coup. Ouais. Et il y avait aussi le jeu Initial D sur PS. Mais oui, Ouais, moi, j'ai pas c'est kiffé. vrai. a été Moi, j'ai adapté pas en kiffé. jeu C'est vidéo sur vrai, PS2, Initial et D, le t'as jeu, raison. C'est Sega qui le fait. J'ai pas il est aussi- kiffé. Initial Moi, D, ouais. franchement, il est bien. J'ai fait sur PSP. C'est un j'ai jeu pas de kiffé. course. Franchement, il est bien. Ouais, c'est un jeu de course. C'est un jeu Ouais, de tout course gay. très il fait les arcade. descentes Forza. très Tu joues arcade. des caisses à savon en descente. C'est du savon, Ok. ouais. C'est Elle est pas bonne. assez fou, c'est pas simu du tout, mais c'est assez malade. Voilà, vous avez de quoi en tout cas vous replonger ou vous plonger dans l'univers manga sur console de jeu. Cette émission touche à sa fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Reza, merci Caro, merci Bitel. On se retrouve dans quelques instants pour une masterclass spéciale Street Fighter 6. Street Fighter 6, exactement Oh, la dingue. sur le plateau avec notamment Kayone. On vous embrasse tous très fort. Ah, et regardez, Kayane on de a retour. Kayane en Pour plus les sur le terrain. Bonjour Kayane. Ah c'est incroyable. Ah,
Voilà, c'est toi. C'est pas grave, c'est Je suis Kayane, bonjour, je suis prête pour Street Fighter 6. Elle a changé de couleur de cheveux, Kayane. De retour en France avec nous. Je suis de retour en France. On lâche, on m'a dit bye. Au revoir. L'enfer.